Oui, merci beaucoup, Jacques. Vraiment, la technique avait un petit problème. Je ne sais pas de quoi il s'agissait. Amis auditeurs, bonsoir. Nous avons pris à peu près 45 minutes de retard. Nous voulons nous en excuser également. Comme chose promise, chose due, nous voulons aujourd'hui démarrer en même temps sur le sujet de la Côte d'Ivoire avec un invité que beaucoup connaissent sur les réseaux sociaux, sur les médias, n'est-ce pas, sur YouTube, et également dans la plupart justement des interventions politiques et des débats chauds politiques au niveau du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. J'ai nommé ce soir le professeur Niamzi, Franklin Niamzi, n'est-ce pas, qui est professeur, n'est-ce pas, certifié de l'université de Rouen en France et également professeur agrégé au niveau, n'est-ce pas, de l'université Charles de Gaulle, Lille 3 en France. Le professeur, n'est-ce pas, est un ami de la Côte d'Ivoire dans la mesure où il y a séjourné pendant au moins 5 ou 6 ans, sinon plus, et il est bien sûr au fait de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose qu'il faut dire ce soir, c'est que, n'est-ce pas, le professeur Niamzi, depuis les années 93, 96, n'est-ce pas, 97, n'est-ce pas, a été longtemps, n'est-ce pas, a été en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, où il a travaillé sous la direction du professeur Augustin Dibi Kwadjo, n'est-ce pas, il a obtenu, bien sûr, je crois, au niveau d'Abidjan, une maîtrise d'enseignement en philosophie, n'est-ce pas, à l'université d'Abidjan-Cocody. Est-ce que c'est là-bas qu'il a pu, n'est-ce pas, tisser des liens avec celui qu'il appelle affectueusement GKS, Guillaume Kibafori Soro, n'est-ce pas, nous le saurons tout à l'heure, surtout que, n'est-ce pas, je lui avais posé la question un jour, il n'y a pas longtemps, pour savoir s'il était une sorte de griot ou bien une éminence grise, une éminence noire, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de la politique en Côte d'Ivoire. Donc, il aura l'occasion de répondre. Professeur Franklin Niamzi, bonjour chez vous. Il est quelle heure? Bonjour. Bonjour. Chez nous, en France, là, aujourd'hui, il est 3h10 du matin. Je transmets également mon bonjour à tous les auditeurs de la radio Afrique 2050 et de l'émission Solutions. Ben, merci beaucoup, professeur. Ben, écoutez, on va aller tout droit. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à votre présentation. Absolument. Il est possible Absolument. Je voudrais préciser que je suis professeur agrégé de philosophie à l'université de Rouen, docteur en philosophie de l'université Charles de Gaulle Lille 3 et chercheur dans des laboratoires de ces deux universités-là, Charles de Gaulle Lille 3 et l'université de Rouen. Je ne suis pas professeur certifié. Okay. L'autre chose que j'aimerais évidemment ajouter, c'est que je suis en fait citoyen adoptif de Côte d'Ivoire, parce que pendant les années où j'ai enseigné dans ce pays, j'y ai également contracté l'alliance matrimoniale qui m'a permis aujourd'hui d'avoir le bonheur d'avoir 3 enfants avec une Ivoirienne. Donc je suis citoyen adoptif de ce pays également par le mariage, parce que la loi de Côte d'Ivoire prévoit que l'étranger qui a épousé une Ivoirienne, au bout de 3 années de consommation de mariage, est en réalité de fait en situation de bénéficier de la citoyenneté ivoirienne. Donc, j'ajoute simplement cela à votre présentation pour qu'on sache que je parle avec responsabilité de la Côte d'Ivoire, non pas comme ces passagers qui ne parlent qu'en fonction d'intérêts absolument changeants, fluctuants comme leur opportunisme. Voilà, on vous reconnaît ce soir. Je me souviens, n'est-ce pas, d'un des débats du docteur Tobom, je crois, qui disait que où l'un des commentateurs ou l'un de ceux qui avaient suivi ce débat disait cet homme est dangereux, il ne se laisse pas faire, et il a ajouté c'est un polémiste endurci. Alors ça va. Je crois qu'il avait raison sur un seul point, c'est que je m'efforce de bien répondre aux questions qu'on me pose et de présenter les difficultés qu'il peut y avoir dans le discours de ceux qui prétendent avoir naturellement raison. Par contre, je ne suis pas dangereux, je suis simplement parfaitement capable de me défendre.
C'est ça. D'accord. Pas avec la cuillère, le couteau et autre chose. Donc, de toute façon, vous êtes très connu, bien sûr, au niveau, beaucoup d'Africains ont suivi beaucoup de vos débats. Il semble que le Burkina Faso n'ait pas beaucoup apprécié votre sortie lorsqu'il y a eu justement les événements au Burkina. On a vu... Ce n'est pas vrai. Comment... Ça aussi, ce n'est pas vrai, vous vous trompez. Mais il semble que c'était... Non, mais il semble que c'était mal réagi, mal apprécié. Bon. Oui, vous auriez dû dire certains au Burkina. Là, je n'aurais pas fait d'objection. Vous avez dit le Burkina Faso n'a pas apprécié. Or, justement, le problème burkinabé, c'est qu'une minorité s'est emparée du débat politique au Burkina Faso et est en train de se présenter comme étant le peuple, alors qu'elle organise une exclusion au Burkina Faso comparable à celle qu'il y a eu en Côte d'Ivoire en 2000. Très intéressant cela. Très intéressant comme, n'est-ce pas, on en parlera si vous voulez. On en parlera un peu peut-être tout à l'heure si on a le temps. Alors, professeur, nous commençons avec l'Afrique, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes très bien calés, amis auditeurs également. Ce soir, il n'y aura pas beaucoup de questions. Nous voulons vraiment comprendre qu'est-ce qui amène le professeur, n'est-ce pas, Franquin Niamzi à justement s'exprimer et à défendre un certain dossier, n'est-ce pas, ivoirien. Nous comprenons, il est ivoirien aussi, donc il a le droit de s'exprimer librement. Ce soir, nous allons vraiment l'entendre. Alors, nous allons commencer avec l'Afrique, professeur, si vous le permettez, avant d'aller vers la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, et voir comment, n'est-ce pas, dans le télescope, dans votre télescope, comment vous regardez effectivement l'Afrique. Vous savez que beaucoup de gens pensent que l'Afrique n'a pas d'avenir. Mais vous, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous pensez réellement que, n'est-ce pas, l'Afrique est sur la voie de l'émergence? Alors, je pense qu'il faut, pour répondre à cette question, est-ce que l'Afrique est sur la voie de l'émergence, se fonder sur un certain nombre de données objectives qui peuvent permettre d'apprécier la situation de l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui, c'est une cinquantaine d'États, c'est 30 353 312 km² de terre, c'est 1 154 721 274 habitants selon les décomptes de 2015 des institutions internationales. L'Afrique, c'est 15% de la population mondiale. Et il faut rappeler qu'en Afrique, en réalité, il y a de larges régions qui sont sous-peuplées, parce qu'en fait, il y a 7 pays qui regroupent 51% de la population africaine. Il faut prendre le point de vue des grands systèmes économiques du monde. Je parle du système américain, du système européen, du système chinois, ou du système russe regardant l'Afrique. Tous les économistes de ces grands pays disent que l'avenir de la croissance économique dans le monde est en Afrique. Et ils ne se trompent pas. Les pays africains aujourd'hui ont une croissance supérieure à celle de la Chine, qui passait en moyenne pour l'état du monde dont la croissance surprenait tout le monde. La croissance des pays africains est donc la promesse suivante. D'un point de vue économique, c'est en Afrique que les grandes affaires du monde en ce 21e siècle vont se faire. Voilà pour ce qui est du contexte démographique, du contexte économique. Il faut dire que, en réalité, il n'y a pas une Afrique, mais il y a des Afriques. C'est-à-dire, non seulement la partition du pays et du continent en 5 régions, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique équatoriale, etc. Cette répartition témoigne aussi du fait non seulement qu'il y a une géographie différente d'une région à une autre, des populations différentes d'une région à une autre, des problématiques économiques, culturelles, politiques différentes d'une région et d'un pays à un autre, mais cette diversité africaine nous invite donc à ne pas parler de l'Afrique comme une unité simple, comme une réalité qu'on pourrait en quelque sorte résumer en quelques mots, mais comme un réseau de problèmes. C'est un réseau de problèmes, l'Afrique. Quels sont les problèmes de l'Afrique? Globalement, on peut constater ceci. L'agriculture africaine, à ce jour, toutes les régions confondues, tous les États confondus, ne nourrit pas en autosuffisance les populations africaines. Ça, c'est le problème de base. Quand un continent n'est pas capable de produire les vivres qui nourrissent sa population, eh bien ce continent-là fonctionne à perte.
Le deuxième constat global qu'on peut faire, avec toutes les proportions que je vous indiquais, c'est un constat social. Les sociétés africaines sont des sociétés qui sortent d'un triple traumatisme. Il y a eu le traumatisme de la traite négrière entre les 15e et pratiquement 18e siècles. Il y a eu le traumatisme colonial entre le 19e siècle et pratiquement toute la première moitié du 20e, jusque dans les années 70-80. Un État comme le Zimbabwe obtient son indépendance en 1980, rendez-vous compte. Et il y a un troisième traumatisme qui a frappé les sociétés africaines, c'est le traumatisme de l'échec relativement global sur le continent, l'échec de l'État-nation. Parce que les États, en réalité, nations ont été construits sur les frontières décidées arbitrairement par les luttes coloniales. Et donc ces États-là, en quelque sorte, se sont retrouvés dans des structures politiques qui n'étaient pas le résultat de la modernisation de leur histoire socio-culturelle originelle. Donc, du coup, on peut faire une troisième observation sur la situation de l'Afrique. L'Afrique est à la recherche de sa contribution à l'évolution universelle du phénomène démocratique. C'est-à-dire que l'Afrique est à la recherche de sa manière à elle de contribuer à l'émergence politique de l'homme sur la planète. L'Afrique du Sud, qui est considérée entre autres comme démocratie modèle, nous a bien montré il y a simplement quelques mois qu'elle en était, elle encore aujourd'hui, à pouvoir s'exposer à des risques de génocide contre une partie de la population des résidents de son pays. Le Ghana, le Sénégal, le Bénin, qui sont souvent cités côté francophone comme étant des modèles d'avancée, d'émergence démocratique, nous ont également montré des fragilités, notamment à l'approche des périodes électorales. On a vu que l'élection sénégalaise, bien qu'elle se soit finalement déroulée conformément aux normes démocratiques, avait été à un moment donné un enjeu de crispation. Si le président Ouad s'était accroché au pouvoir alors qu'il avait perdu dans les urnes, le Sénégal basculerait dans une situation comparable à la crise électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. On a vu ce qui s'est passé dans un pays comme le Bénin ces derniers mois, avec des crispations sur la modification et la non-modification potentielle de la Constitution par le président Yahi Boni. Donc, les États qui sont cités comme des modèles de démocratie, de modernisation démocratique en Afrique, eux-mêmes sont des États qui continuent, en quelque sorte, de renforcer leurs acquis et de chercher leur marque pour, en quelque sorte, connecter le processus démocratique avec la culture. Enfin, il y a un quatrième niveau d'appréciation de la réalité africaine. C'est la situation spirituelle du continent. Le continent avait produit, dans les siècles précédents, des formes religieuses très originales et très diversifiées. On a mis toutes ces formes religieuses derrière le concept appauvrissant d'animisme, alors que l'Afrique a, sur une très longue date, été un lieu d'expérimentation, d'expériences religieuses très variées. Que ce soit dans les airs des Dogons du Mali avec leur art sacré, des Sénoufos du nord de la Côte d'Ivoire avec la religion de Kolo Tiele, des Pygmées de la forêt équatoriale du Congo, du Cameroun, de la République centrafricaine et du Gabon avec l'art religieux du Bwiti. Ou quand on descend aujourd'hui dans l'Afrique du Sud qui a réinvesti le fameux concept d'Ubuntu issu des sociétés initiatiques sud-africaines, on se rend compte qu'en réalité il y avait une religiosité africaine plurielle, il y avait plusieurs religions en Afrique et l'uniformisation parfois artificielle venue du christianisme d'une part, je ne le dis pas parce que vous êtes pasteur chrétien, mon cher Joseph Nda, venu de l'islam d'autre part, et venu par la suite de toutes les sectes issues de ces grandes religions monothéistes, eh bien cette uniformisation a laissé les Africains dans un état mental de désarroi intellectuel, de désarroi spirituel, au point que très peu d'entre eux sont parvenus à refaire des synthèses qui permettent finalement de vivre pleinement une vie d'homme. Donc s'il me fallait faire une sorte de bilan général de la situation africaine, je dirais que l'émergence de l'Afrique sera déterminée par l'augmentation du nombre d'États africains
qui accèdent à la démocratie moderne, du nombre d'États africains qui font face à la misère économique, sanitaire, sociale des populations, du nombre d'États africains qui dépassent les stigmates, les blessures, les haines, le désir de vengeance accumulé durant la domination coloniale pour créer des institutions africaines permettant à l'homme de pouvoir se reconsacrer enfin, d'une part, à la satisfaction de ses besoins primaires et secondaires, mais d'autre part aussi à l'élévation spirituelle sans laquelle la vie n'a pas de sens. Voilà comment, en un premier tableau, je pourrais présenter la problématique de l'émergence. Je refuse les critères d'émergence qui sont imposés parfois par des économistes qui n'ont pas étudié les réalités africaines, des critères d'émergence qui sont imposés sans tenir compte des aspirations et des désirs réels des populations, des sociétés africaines elles-mêmes. Le vrai critère d'émergence de l'Africain dans le monde et à travers l'Afrique, ce sera à mon avis le fait que l'Africain soit à un moment donné chez lui sur tout ce continent, comme l'Américain du Nord est chez lui sur tout le continent américain. Ce sera que l'Africain puisse accéder à l'éducation, à la santé, que l'Africain puisse accéder à une surface d'emploi moderne de qualité et que l'Africain conquiert sa dignité dans la relation aux autres grandes civilisations du monde. Je vois tous les jours à Paris le respect qu'on a pour les Chinois depuis qu'on sait que la Chine s'est levée, non seulement un pays de production, de richesse pour la plupart de ses habitants, mais également un pays qui reconnaît des droits. Voilà comment je peux réagir. Oui, allô? Oui. Merci, je m'étais mis en mute pour bien vous écouter ce soir. Alors, professeur, je sais aussi que vous êtes aussi psychologue, vous avez fait de la psychologie. Oui. En fait, le caractère des hommes vous intéresse beaucoup. Ce que je voudrais savoir, beaucoup d'Africains aujourd'hui se posent la question, avec tout ce dont l'Afrique regorge aujourd'hui, beaucoup d'Africains n'arrivent pas à comprendre comment et pourquoi, peut-être que vous nous expliquer ça ce soir, pourquoi justement, après toute cette vague de souffrance ou d'injustice ou de toute cette stigmate, pourquoi jusqu'à aujourd'hui les Africains ne sont-ils pas arrivés à être suffisamment solidaires pour pouvoir réaliser quelque chose d'assez exclusif? Eh bien, c'est une très bonne question que vous posez. Les raisons pour lesquelles les sociétés africaines, les États africains n'ont pas réussi à produire des espaces de solidarité fortes pour élever les sociétés du continent, ces raisons, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, sont d'abord à chercher dans l'histoire traumatique de l'Afrique. Les peuples africains ont connu des formes de domination exceptionnellement violentes. On parle d'une déportation de près de 20 millions d'Africains dans le cadre du commerce triangulaire. Il ne faut pas oublier que la colonisation s'est accompagnée également d'une assimilation culturelle, donc de l'interdiction faite à l'Africain de penser par lui-même sur plusieurs années. Et enfin, il ne faut pas oublier quand même que, à la suite du départ des colons, la plupart des États africains ont été gouvernés par des élites africaines qui avaient été essentiellement initiées à l'art colonial de la gouvernance et qui se sont en réalité comportées comme des élites néocoloniales. Mais il y a une responsabilité fondamentale aujourd'hui de tous les Africains, de chaque citoyen, de vous, de moi, quant à la situation de désunion, de désemparement, de déréliction, d'abandon qui explique que des Africains se jettent aujourd'hui par milliers dans la mer Méditerranée à la recherche de l'Eldorado européen. Il y a une responsabilité fondamentale. C'est que les élites politiques africaines, dans leur écrasante majorité, n'ont pas pratiqué ce que Félix Houphouët-Boigny avait commencé à pratiquer en Côte d'Ivoire, à savoir ce que j'appelle le panafricanisme concret. Les élites africaines, après avoir souffert de la colonisation, de l'esclavage précédent, les élites africaines se sont barricadées dans les frontières héritées de la colonisation et se sont gargarisées dans le nationalisme, revendiquant ces frontières comme sacro-saintes. C'est là la première raison de l'échec continental que nous sommes en train de subir. Les élites africaines ont confondu le nationalisme de résistance contre le colon avec le nationalisme de construction identitaire.
Dites-moi, comment on peut développer l'Afrique avec des dirigeants qui font du nom d'une ethnie étrangère une insulte? Comment peut-on développer l'Afrique avec des dirigeants qui refusent dans leur pays de reconnaître le principe de la double nationalité des Africains issus de leur voisinage immédiat, de leur sous-région? Comment peut-on développer l'Afrique avec des dirigeants incapables de prendre les bonnes décisions pour ce qui concerne, par exemple, la circulation des personnes et des biens, de telle façon que cette circulation favorise l'autosuffisance économique, favorise la mutualisation des moyens pour faire face à la pauvreté, pour faire face aux besoins de santé, aux besoins d'éducation, la mutualisation des moyens pour faire face aux problèmes de sécurité, la mutualisation des moyens pour construire des institutions politiques sous-régionales et continentales, permettant à l'homme africain, où qu'il soit en Afrique, d'être dignement considéré et dignement regardé dans le monde. Donc, le deuxième péché fondamental que certaines élites africaines, pas toutes, ont systématiquement commis, c'est le péché de refuser le progrès démocratique en se réfugiant derrière ce que j'ai appelé dans un livre publié en 2012, l'anticolonialisme dogmatique. C'est quoi l'anticolonialisme dogmatique? C'est une tactique élaborée par un certain nombre de dirigeants africains illégitimes parce que mal élus, voire pas élus du tout. Ces dirigeants vont donc élaborer une doctrine selon laquelle les Africains, les vrais Africains, devraient se liguer avec eux contre l'Occident, cette doctrine ayant pour but de légitimer le fait qu'ils se maintiennent, eux, ces dirigeants-là, ces dirigeants rhéteurs, qu'ils se maintiennent au pouvoir ad vitam aeternam, selon leur bon vouloir. L'anticolonialisme dogmatique est une tactique qui a été observée chez un certain nombre de pseudo-nationalistes africains qui utilisaient l'amour exacerbé des États hérités des colons pour légitimer l'interdiction que qui que ce soit leur demande de respecter les normes démocratiques d'accès au pouvoir, de conservation du pouvoir et de transmission du pouvoir. Donc pour moi, il y a eu deux grands péchés. Le premier péché, ne pas suivre Félix Houphouët-Boigny dans la décision extraordinaire qu'il prit en 1966 de proposer dans la Côte d'Ivoire fraîchement indépendante le respect du principe de double nationalité à ses pairs, à la fois ivoiriens et africains, péché très grave qui consistait pour les Africains à s'enfermer dans les frontières, les prisons que les colons leur avaient laissées. Et puis la deuxième faute, c'est l'anticolonialisme dogmatique, ennemi de la démocratie. En réalité, le mot démocratie est de plus en plus utilisé en Afrique pour masquer la haine de la démocratie. Beaucoup de prétendus leaders démocratiques africains sont en réalité des autocrates utilisant la rhétorique démocratique pour légitimer leur perpétuation injustifiée et inféconde au pouvoir. En d'autres termes, c'est un euphémisme. C'est un euphémisme, n'est-ce pas, que de parler de démocratie lorsque les principes de démocratie sont en fait plagiés. C'est ce que vous êtes en train de nous dire ce soir, n'est-ce pas? Non, je tiens à vous dire que la démocratie est un processus. La démocratie est un processus, ce n'est pas un miracle qui se produit tout d'un coup dans un pays. Il faut observer que toutes les grandes démocraties ont été fondées au départ par des luttes révolutionnaires. La démocratie américaine a été fondée par la Révolution américaine, qui a renversé le camp esclavagiste qui emprisonnait des millions de Noirs dans les plantations de canne à sucre et de coton, renversé les propriétaires d'esclaves pour instaurer les États-Unis égalitaires d'Amérique, dans une lutte qui s'est poursuivie jusque dans les années 70 et qui se poursuit encore aujourd'hui. Lorsque des personnes issues de la population noire américaine sont victimes d'abus et de graves violations de crimes, comme vous le savez parfois même, des autorités policières de l'État américain. Donc la lutte pour la reconnaissance et la dignité est une lutte fondamentale dans l'instauration de la démocratie. En France, la démocratie française, dont je bénéficie aujourd'hui comme citoyen français adoptif, a été fondée par la Révolution française. La Révolution française a mis fin au pouvoir héréditaire. Elle a mis fin aux avantages de naissance à la tête de l'État. Elle a mis fin à la confiscation des institutions publiques et des moyens
économiques faramineux par l'aristocratie. La Russie a connu sa révolution, la Chine a connu sa révolution. Aucune démocratie, que ce soit les démocraties libérales ou les démocraties populaires, n'a pu être installée sans que l'ordre ancien, bien souvent détenu par des gens qui avaient la doctrine de l'ethnie, la doctrine identitaire, sans que cet ordre ancien n'ait été défait. Dans le cas d'un pays comme la Côte d'Ivoire, la crise qui commence après la mort du président Félix Houphouët-Boigny en 1993 participe de cette période révolutionnaire qui prépare l'instauration progressive et patiente d'un système démocratique. Car cette crise-là, qui était donc la crise de l'ivoirité, ressemble étrangement à la crise américaine avant l'instauration des États-Unis d'Amérique moderne, ressemble étrangement à la crise anglaise avant la naissance du gouvernement parlementaire anglais actuel, ressemble étrangement à la crise française avant la naissance par la Révolution des gouvernements de la République française tels que nous les connaissons aujourd'hui. Donc il faut toujours parler de la démocratie comme un processus. La démocratie est un régime politique qui a l'avantage de vivre grâce à la lutte permanente des démocrates pour en maintenir les principes et les institutions. La démocratie ne vit pas d'elle-même, elle vit des engagements, elle vit des combats, et parfois certains combats pour la démocratie peuvent être tragiques. C'est assez intéressant ce que vous dites là, parce que en fait, en Afrique, c'est pas le cas. Le mot démocratie est un mot qui est prêté et fait bien, comme on dit, est bien prononcé, mais en réalité, ce processus n'est pas véritablement suivi. Parce que nous savons que... Moi, je ne le dirais pas comme cela. Vous savez, il faut parler de l'Afrique. Oui. Monsieur Nda, il faut parler de l'Afrique en appliquant ce que j'ai appelé tout à l'heure le principe de différenciation. C'est-à-dire que les pays africains n'ont pas suivi exactement les mêmes trajectoires dans le processus démocratique. Donc ils ne sont pas à mettre tous dans un paquet, un tas, un concept en quelque sorte de non-démocratie. Il y a des pays africains qui sont plus avancés dans le processus démocratique que d'autres. Je vous donne comme exemple, il y a un indice qui a été élaboré par un groupe d'économistes internationaux, un indice qu'ils appellent l'indice de démocratie. Il se base sur une cinquantaine, voire une soixantaine de critères pour classer les pays en fonction de cet indice. Il est très frappant de se rendre compte que, alors, ils ont classé les pays comme en régime autoritaire. Il y a des régimes autoritaires, ça c'est vraiment la base. Après les régimes autoritaires, il y a ce qu'on appelle les régimes ambigus ou mixtes, d'accord. Au-dessus des régimes ambigus ou mixtes, il y a ce qu'ils appellent les régimes quasi-démocratiques, ou des démocraties imparfaites. Et au sommet, on arrive enfin à ce qu'ils appellent des démocraties. Alors, il est frappant de voir que selon les économistes qui ont fait cet indice, sur lequel évidemment on peut débattre d'un point de vue épistémologique pour savoir si c'est un indice suffisamment fiable, eu égard aux réalités contrastées des différents pays, eh bien selon ces économistes, quand vous regardez le classement qu'ils ont publié sur leur site internet, la France par exemple n'est pas une démocratie. La France est classée dans ce qu'on peut appeler les presque démocraties, les démocraties imparfaites. Oui, vous voyez? Bon, donc il faut bien comprendre que cette notion de démocratie est une exigence que chaque peuple, que chaque continent doit s'approprier, parce que l'universalité démocratique n'appartient ni à l'Amérique, ni à l'Europe, ni à la Chine. L'universalité démocratique est produite par chaque peuple, par chaque homme. Je ne dirais pas à son rythme, mais selon les exigences et les besoins de sa population. La démocratie, c'est la modernisation des institutions politiques dans l'intérêt général d'une population, afin que le pouvoir s'obtienne de manière non violente, se gère de manière non violente et se transmette de manière non violente. Ça, c'est l'objectif. Ça, c'est l'idéal démocratique. Mais pour obtenir cette organisation politique, eh bien, systématiquement, je vous mets au défi de trouver une seule démocratie au monde qui n'ait pas connu une période de confrontation révolutionnaire entre les forces réactionnaires, conservatrices, souvent des forces qui sont constituées de gens qui disent « nous sommes les vrais propriétaires du pouvoir, ce pays-là, il nous appartient », et puis des forces qui disent « nous aussi, nous sommes de ce pays-là et nous aspirons à être traités à égalité ». Lisez toute l'histoire du monde et vous verrez que les démocraties sont nées
d'un conflit fondamental entre ces deux entités. Les réactionnaires qui veulent conserver des avantages héréditaires, qui veulent conserver ce qu'ils appellent une propriété naturelle, une identité foncière de la terre et de la nationalité, et les révolutionnaires qui n'ont rien à perdre et qui doivent gagner leur dignité en obtenant le respect de ceux qui les méprisent. C'est comme ça que la France a eu sa démocratie, c'est comme ça que la Grande-Bretagne a eu sa démocratie. Je suis convaincu que la Côte d'Ivoire aura une démocratie parfaite à l'issue de cette longue souffrance. L'Afrique aura des systèmes démocratiques extrêmement respectables à l'issue de ce long combat entre les forces réactionnaires et les forces révolutionnaires, celles qui veulent marcher vers un monde de liberté et de dignité. Merci, c'est très bien dit. Je crois qu'on a tellement accusé de retard, effectivement, sur le plan technique, que nous sommes obligés justement d'aller directement au débat ivoirien, que vous avez déjà abordé d'une certaine façon. Alors, on va attaquer, n'est-ce pas, le débat ivoirien, si vous le permettez, professeur, n'est-ce pas, pour essayer de rattraper le temps. Alors, professeur, oui. La question que je voudrais vous poser aujourd'hui, êtes-vous une éminence noire? Je vous la repose devant tout, une éminence noire de la politique ivoirienne, oui, ou bien partisan, ou bien encore un observateur avisé? Si oui, quelle est votre lecture aujourd'hui? Nous sommes à l'approche des élections, n'est-ce pas, d'octobre. Que pense le professeur Niamzi de son pays, est-ce que je peux dire son pays adoptif? Je dirais son pays. Tout à fait. Son pays adoptif. Bien sûr. Voilà, allez-y. Tout à fait. Allez-y. Alors, vous avez, cher Joseph Nda, vous avez ouvert un éventail avec trois hypothèses. D'abord, vous utilisez l'expression éminence noire. Je m'inquiéterais de savoir exactement si vous entendez par éminence noire une éminence de couleur noire. Ou oui, si vous entendez par... Oui, qu'est-ce que vous entendez par éminence noire? Ben, en fait, vous savez que lorsqu'on entend, ou on lit, beaucoup d'Ivoiriens, ceux qui lisent et qui ne sont pas d'accord avec vous, estiment que le professeur Niamzi est un trouble-fête. Il dit des choses qui ne nous intéressent pas parce qu'il semble ne pas aller dans notre sens. Est-ce qu'il connaît véritablement la politique ivoirienne? Nous avons vu qu'il y a un certain moment, n'est-ce pas, le comité des Camerounais, je crois, ivoiriens de la Côte d'Ivoire, qui avait fait, n'est-ce pas, une sorte de déclaration où, bon, on se demandait s'il ne se plaignait pas un peu de vos sorties, qu'ils considéraient pour certains, pour quelques-uns, n'est-ce pas, comme des sorties de route. Alors, tout ça, n'est-ce pas, est important à ce que nous puissions poser, justement, mettre les bases, n'est-ce pas, de ce que nous allons dire ce soir. En fait, quelle est votre position? En fait, comment vous voyez, en fait, la politique en Côte d'Ivoire? Voilà. Écoutez, donc, je dis tout de suite que il y a un très sérieux problème qui vient du fait que beaucoup d'Africains sont complexés quand un intellectuel d'origine africaine s'occupe de questions africaines. Lorsque, je ne sais pas, un conseiller blanc français travaille à la présidence de la République du Cameroun, du Ghana, de Côte d'Ivoire, etc., on l'appelle jamais éminence noire. On utilise naturellement l'expression éminence grise. C'est ça. Je vois dans l'expression éminence noire la trace de cette manière fort attristante et dommageable par laquelle les Africains ont tendance à négliger ou mépriser ou détester a priori tout ce qui est africain. D'abord, utiliser l'adjectif noir pour désigner une éminence, c'est déjà implicitement reproduire l'exclusion de l'homme noir en raison de sa couleur noire. Et reproduire cette utilisation constamment dégradante du mot noir chaque fois qu'il faut en réalité illustrer quelque chose de négatif. Voilà pourquoi je refuse l'expression d'éminence noire, je la laisse à ceux qui l'ont inventée, en espérant que cette expression ne soit pas l'expression de ce qu'ils ont eux-mêmes de véritablement noir, au sens où ils le définissent. Je suis professeur agrégé de philosophie. J'ai fait des études suffisamment respectables pour, lorsque je m'exprime sur une question politique, une question sociale, une question économique, pour pouvoir, ne serait-ce qu'à ce titre-là, être écouté en tant que tel. J'ai formé 5 générations d'élèves ivoiriens comme professeur de philosophie et de lettres. J'ai moi-même étudié en Côte d'Ivoire
dans les années 95 à 98, bénéficiant du magistère de brillants enseignants de Côte d'Ivoire. Je formé depuis 15 ans, donc 15 générations d'élèves et d'étudiants français. J'enseigne à l'université de Galatasaray en Turquie, j'enseigne à l'université catholique de Bamako. Et ce n'est toujours pas suffisant pour que lorsque je m'exprime sur le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Afrique, ce n'est toujours pas suffisant pour qu'on me reconnaisse tout simplement le droit de m'exprimer, non pas simplement en tant que natif de l'Afrique plurielle, non pas simplement en tant que citoyen du monde, mais en tant qu'intellectuel, qui a des compétences pour lesquelles des États peuvent le solliciter, par exemple comme conseiller politique. Donc je tiens à dire que le point de vue que j'exprime ici est vraiment celui de quelqu'un qui prend la politique au sérieux. Donc qui considère que pour dire des choses en politique, il faut travailler sérieusement ces dossiers, il faut étudier le problème. Bon, je dis la chose suivante. Voici comment j'analyse la politique ivoirienne. Je suis opposé à la doctrine selon laquelle la politique ivoirienne a été perturbée ces 20 dernières années par la France. Ça, c'est la doctrine des anticolonialistes dogmatiques, qui aiment constamment se défausser de nos responsabilités africaines sur l'étranger en général et le blanc en particulier. Les problèmes que la Côte d'Ivoire a connus depuis les années 90 viennent, à mon avis, d'une mauvaise solution qui a été proposée à un vrai problème. Je rappelle que la Côte d'Ivoire, en 1950, avait 2 500 000 habitants. 2 500 000 habitants. Nous sommes en 2015, selon le dernier recensement, la Côte d'Ivoire a sur son territoire 23 295 302 habitants, au moins. C'est ça. Vous voyez que la population de Côte d'Ivoire s'est donc multipliée pratiquement par 10. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Lorsque l'État moderne de Côte d'Ivoire a été fondé, le président Félix Houphouët-Boigny, qui avait mené la lutte pour l'indépendance, qui avait négocié les conditions de l'indépendance avec la France, a voulu reprendre en main l'outil agricole que les colons avaient laissé dans le pays pour en faire le poumon fondamental du développement économique de la Côte d'Ivoire. Mais pour lancer un projet de développement économique de la Côte d'Ivoire, il fallait une main-d'œuvre qui manquait à la Côte d'Ivoire. Donc le président Houphouët-Boigny va lancer, à la suite d'ailleurs de la pratique des colons français de la région de Côte d'Ivoire, il va lancer une politique d'immigration, d'importation de populations immigrées dans la sous-région ouest africaine, afin de booster le projet de faire de la Côte d'Ivoire l'avant-garde de l'industrialisation africaine à travers l'agriculture. C'était ça le projet de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est donc construite par Félix Houphouët-Boigny comme étant le lieu du brassage de l'intégration africaine afin de doter l'Afrique de l'Ouest, au moins l'Afrique de l'Ouest, d'un moteur économique partant de l'agriculture vers l'industrie, de l'industrie vers les services, afin d'en faire en quelque sorte ce qu'on a appelé un peu plus tard la France de l'Afrique. Ça va donner le miracle ivoirien. Tout va bien se passer pendant pratiquement 10 à 15 ans, entre 1960 et 1980. Mais soudain, alors que la Côte d'Ivoire a réussi à caracoler devant la plupart des pays exportateurs d'un certain nombre de matières premières agricoles, comme le café, comme le cacao, et qu'elle a commencé à engranger des bénéfices spectaculaires qui lui permettaient de nourrir sa population en croissance permanente, est exposée à la violence de la spéculation financière internationale. Ses recettes baissent. À partir de la fin des années 70, et surtout dans les années 80, l'État de Côte d'Ivoire est confronté à l'insuffisance de ses recettes pour faire face à ses besoins sociaux. Alors là, au cœur de la Côte d'Ivoire, il y a deux groupes d'élites politiques qui se forment. Un premier groupe d'élites politiques qui dit, ce que nous allons faire, c'est que nous allons réorganiser l'État de Côte d'Ivoire de telle façon qu'il ne soit plus totalement dépendant du seul café-cacao. Nous allons donc organiser la diversification de l'économie ivoirienne. Nous allons réduire le train de vie de l'État de telle façon que l'État soit capable de libérer de la place pour l'investissement privé. Grâce à l'investissement privé,
il y aura de nouveaux emplois, il y aura de nouveaux secteurs de développement économique qui permettront de générer des salaires, lesquels salaires permettront de nourrir une population qui a énormément augmenté depuis 1950. Cette l'aile technocratique pour affronter la crise économique ivoirienne, eh bien cette aile est incarnée par la volonté politique du président Félix Houphouët-Boigny qui nomme en 1989 à la tête du comité interministériel, puis en 1990 comme Premier ministre, le docteur Alassane Ouattara. Je me permets de rappeler devant les auditeurs de la Radio Afrique 2050 ce que dit en 1990 le président Félix Houphouët-Boigny à propos d'Alassane Ouattara. Et voilà pourquoi je ne comprends pas, effectivement, comment a pu apparaître la deuxième école dont je vais vous parler. Il dit ceci: j'ai fait venir auprès de moi un jeune compatriote, mais parce que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas, on parle d'étranger. C'est Alassane Ouattara. C'est un originaire de la grande métropole d'Astalor, Kong. Vous savez, la guerre de Samori n'a pas épargné cette grande cité, dont les chefs précisément étaient les Ouattara. Sa mère est d'Odiéné. L'un de ses cousins a travaillé pendant 8 ans avec moi à la CEDEAO à Lagos. On ne l'a pas taxé d'étranger. Ce sont les gens de l'opposition qui inventent tout cela. Alassane Ouattara travaille avec une petite équipe pour essayer de trouver des moyens pour permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre le développement économique. Nous le connaissons tous. Nous le connaissons pour sa grande compétence, pour son sérieux, pour son honnêteté, pour ses connaissances profondes du monde financier et bancaire, pour ses amitiés extérieures, surtout pour ses relations excellentes avec les deux grandes institutions financières internationales, le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Nous le soutenons dans sa tâche difficile et je pense qu'il va réussir. Je lui fais confiance. Vous lui ferez confiance. Fin de citation. Ça, c'est le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne qui l'a dit. Je cite là Houphouët-Boigny, dont j'ai relevé cet après-midi le discours donné à la télévision ivoirienne en 1990. C'est ça. Pendant que Alassane Ouattara s'efforce donc de réorganiser l'État de Côte d'Ivoire pour qu'il diversifie son économie et face aux besoins qui augmentent d'une population massive, avec des crises foncières, avec des crises entre les communautés qui commencent à être serrées dans l'espace, pendant qu'Alassane Ouattara travaille à cela, il y a un autre camp qui se lève pour dire que la solution à la crise économique ivoirienne doit être une autre. Cette solution, elle va consister à faire quoi? Elle va consister à réserver les recettes de l'État de Côte d'Ivoire aux vrais Ivoiriens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va procéder à une coupe dans la démographie ivoirienne pour, en quelque sorte, mettre hors de l'État, pour mettre hors des services de l'État, du service public, une partie de la population supposée être venue par les vagues d'immigration organisées par l'État de Côte d'Ivoire lui-même. Je rappelle qu'Houphouët-Boigny, dans sa magnanimité, était allé jusqu'à accorder aux étrangers ouest-africains résidant en Côte d'Ivoire le droit de vote aux élections ivoiriennes. Donc on décide que ces étrangers ouest-africains vont être mis au banc de l'État qui les a accueillis comme résidents et qui leur avait même donné la citoyenneté. On va même plus loin. On décide d'assimiler à ces étrangers ouest-africains qu'on met au banc de l'État de Côte d'Ivoire les Ivoiriens dont les patronymes ressemblent à ceux de ces étrangers ouest-africains. Voilà comment commence effectivement la politique dite de l'ivoirité, la deuxième école. La politique de l'ivoirité, sa première contribution, c'est dans les années 90 avec le FPI de Laurent Gbagbo qui accuse Houphouët-Boigny de faire voter les étrangers en Côte d'Ivoire et de gagner les élections grâce aux étrangers. Je rappelle donc, c'est le FPI qui politise l'ivoirité. Je sais l'histoire de ce concept, c'est le professeur Nyangoran Porquet qui avait élaboré ce concept dans les années 70, mais dans un but purement culturel. À l'époque, il disait que l'ivoirité, c'est quoi? C'est la synthèse des cultures des savanes du Nord avec celle des forêts du Sud. Il voulait créer un concept métis d'ivoirité. Mais à partir de 1990, le FPI s'empare de ce thème et politise le concept pour exclure ceux qu'Houphouët-Boigny avait inclus, et en même temps pour exclure des Ivoiriens qui ont le malheur d'avoir des noms, d'avoir une langue, d'avoir un patronyme, d'avoir parfois des pratiques religieuses ressemblant à celles des étrangers venus d'Afrique de l'Ouest renforcer le poumon économique ivoirien. Voilà la naissance de l'ivoirité, qui va être développée par la CURDIF, cellule du régime
PDCI RDA du président Henri Konan Bédié entre 1993 et 1999, voilà l'ivoirité qui va être reprise par le général Guéhi en l'an 2000 à travers le fameux débat honteux du « et » et du « ou » dans la Constitution. Voilà l'ivoirité, la fameuse doctrine selon laquelle il y a des vrais Ivoiriens de souche multiséculaire, alors que la Côte d'Ivoire n'a même pas un siècle à l'époque. Eh bien, cette fameuse doctrine-là va servir au débat du « et » et du « ou », à l'exclusion du candidat Alassane Ouattara de la présidentielle 2000, en même temps que l'exclusion, évidemment, d'Henri Konan Bédié pour des raisons fallacieuses. Cette doctrine va ressurgir dans la pratique honteuse que nous venons de voir en cette année 2015, quand un ministre qui se prétend être un héritier d'Houphouët-Boigny, je parle ici du ministre Essi Amara, se permet de faire un recours au Conseil constitutionnel pour demander que l'article 35 de la Constitution de 2000 soit appliqué contre le candidat Ouattara dans une logique ivoiritaire. Où était Essi Amara en 1990, quand le président Houphouët-Boigny disait devant tous les Ivoiriens qu'Alassane Ouattara était de père et de mère ivoirien et qu'il le disait sur son propre honneur. Pourquoi M. Essi Amara, alors ministre d'Houphouët-Boigny et ministre dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, n'a-t-il pas osé se lever comme un brave homme pour dire « Monsieur le Président, cet homme n'est pas ivoirien, je démissionne du gouvernement ». Il est resté au gouvernement jusqu'en 98, pratiquement jusqu'à la chute du président Bédié. Donc, en réalité, la crise ivoirienne, c'est une crise fomentée par l'anticolonialisme dogmatique, utilisé par l'aile ivoiritaire de la Côte d'Ivoire pour tenter de confisquer le pouvoir à vie au détriment de leurs propres concitoyens, originaires en général du nord de la Côte d'Ivoire d'une part, ou alors issus du brassage et du métissage qu'Houphouët-Boigny avait voulu pour la Côte d'Ivoire. Voilà la lecture que je fais. Et aujourd'hui, en 2015, je suis heureux d'assister à la première élection où l'ivoirité est complètement défaite. Je pense que l'ivoirité vient d'avoir son enterrement juridique avec la décision exemplaire, magistrale du Conseil constitutionnel en 2015 et que l'élection du 25 octobre va se dérouler dans des conditions exemplaires. Oui, mais vous savez que vous parlez de l'aile ivoiritaire. À qui vous faites réellement allusion? Vous savez que... Je vous la redonne. L'aile ivoiritaire, c'est le FPI. Dans les années 90, le FPI qui commence à charger le président Houphouët-Boigny en prétendant que Houphouët-Boigny gagne les élections grâce aux étrangers. L'aile ivoiritaire, deuxième phase, c'est la contribution du régime du président Henri Konan Bédié entre 1993 et 1999, notamment la fameuse cellule qui s'appelle la Kurdif, qui est animée par les Faustin Kwame, les Pierre Kipré, les Niamke Kofi, il faut citer ceux qui ont contribué à cette affaire-là. Des gens qui devraient aujourd'hui quand même avoir le courage de désempoisonner les Ivoiriens, même si globalement ils ont changé de posture. La troisième vague, c'est le général Guéhi qui prend le pouvoir, soi-disant, parce que les jeunes gens lui ont demandé de balayer la maison, et qui, au milieu du guet, en 2000, se met à vouloir conserver le pouvoir et se fait embobiner par le FPI qui l'entraîne dans l'idéologie ivoiritaire, au point que la constitution de juillet 2000, promulguée d'ailleurs en août, cette constitution intègre un article qui a pour but, très clairement, de tenter d'incarner l'exclusion ivoiritaire par l'élimination du candidat Alassane Ouattara de la présidentielle qui va suivre. Ensuite, l'ivoirité devient criminelle sous Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, maintenant président de la République, qui commence par le fameux charnier du Yopougon, et ensuite par les escadrons de la mort, et qui va le montrer jusque dans la crise post-électorale de 2010, lorsqu'il va retourner les armes de la République contre une partie de la population parce qu'elle n'a pas voté pour lui. Donc la doctrine de l'ivoirité a ses responsables. La Côte d'Ivoire ne se relèvera que si tous les responsables de la doctrine ivoirité sont cités et se répandent. Moi je dis que l'un des responsables de cette doctrine politique, mais pas criminelle, parce que la forme criminelle a vraiment été donnée par le régime Gbagbo, c'est le président Bédié qui nous a donné un très bel exemple. Le président Bédié est revenu sur ses pas. C'est lui qui, au deuxième tour de l'élection 2010, a apporté le soutien du PDCI RDA à son allié du RDR dans le cadre du RHDP. Le président Bédié avait commencé là à déconstruire ce que, par la force des choses,
des ambitions, il avait lui-même malheureusement contribué à construire de funestes dans ce pays, notamment avec son fameux livre écrit dans les années 96-97, Les chemins de ma vie, où il attribuait la nationalité, la paternité burkinabé au président Alassane Ouattara, au mépris de ce que le président Félix Houphouët-Boigny leur avait dit à tous et leur avait confirmé. Félix Houphouët-Boigny, la mémoire de la Côte d'Ivoire, vous dit, je vous atteste que cet homme est un compatriote et l'un des plus brillants que nous puissions avoir. Qui pouvez-vous être pour le contester? Donc, pour moi, la forme la plus grave de l'ivoirité a été incarnée par le régime de Laurent Gbagbo, le régime du FPI. Et voilà pourquoi, face à cette forme grave de l'ivoirité, la résistance était un acte de légitime défense. Lorsque Guillaume Soro, à la tête du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, et plus tard des Forces Nouvelles, impose un rapport de force obligeant Laurent Gbagbo à négocier, à revoir sa copie ivoiritaire, à accepter les élections inclusives, à signer l'accord de Ouagadougou en 2007, à aller aux élections en 2010, lorsque Guillaume Soro obtient cela, moi, en tant qu'intellectuel africain connaissant le problème ivoirien, à savoir donc la déchirure ivoiritaire, je considère cela comme un lever de soleil dans l'histoire de Côte d'Ivoire. Par ce combat du MPCI, par ce combat des Forces Nouvelles, Guillaume Soro rétablit l'équilibre des forces politiques ivoiriennes et rend possible les progrès démocratiques que nous constatons aujourd'hui. La décision du Conseil constitutionnel n'eût pas été possible sans le sacrifice monumental, le courage héroïque des hommes qui, sachant qu'ils étaient bannis de leur pays, se battirent, laissèrent sang, sueur et larmes pour qu'un jour, en Côte d'Ivoire, on n'exclue plus personne pour des raisons faussement nationalistes. Oui, d'accord. Voilà mon analyse. Merci, professeur, mais en fait, je vois ma plateforme ici crépiter. J'ai une question pour vous, professeur, avant que vous... Ça ne m'étonne pas, que ça crépite. À l'autre point. Ce que je dis est fortement intéressant. Oui, parce que quelqu'un... Bon, en fait... Alors, j'ai une question pour vous. Ça a coûté quand même beaucoup, ça a coûté cher à la Côte d'Ivoire. Ce que vous êtes en train de dire, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de sang coulé. La Côte d'Ivoire n'a pas un siècle, n'est-ce pas, d'existence dans le domaine, si on peut appeler indépendant. Mais ça nous a coûté extrêmement cher. Alors, vous, est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'il y aurait pu y avoir une autre façon, justement, d'entamer une telle révolution? Écoutez, l'histoire ne s'écrit pas avec des si. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que l'histoire ne s'écrit pas avec des si? Moi, j'ai envie de vous dire, écoutez, il n'y a pas un seul grand homme politique ivoirien qui n'ait pas été obligé à un moment donné de sa vie de prendre des décisions tragiques. Lorsque le guébier se révolte, comment procède le président Félix Houphouët-Boigny? Est-ce qu'il leur fait des bisous aux révoltés du guébier? Il envoie l'armée rétablit l'ordre, et de manière ferme. Oui, mais parce que ce qui était menacé, ce qui était menacé à cette occasion-là, c'était la stabilité de la Côte d'Ivoire comme étant une entité unie. Le président Houphouët-Boigny a sans doute essayé le dialogue. Mais le dialogue est-il possible avec des gens qui ont décidé de dire que 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, et eux, ils avancent? Donc, lorsque dans les années 2000, Laurent Gbagbo accède au pouvoir après avoir noyauté la transition du général Guéhi, fait chasser le RDR et une bonne partie du PDCI, de la gestion de la transition, du gouvernement de transition. Lorsque Laurent Gbagbo accède au pouvoir, il a l'occasion de montrer qu'il est démocrate en acceptant la reprise du processus électoral, puisqu'il est parfaitement conscient que Henri Konan Bédié et le PDCI étant exclus, Alassane Ouattara et le FPI étant exclus, mais c'est plus de la moitié de l'électorat, largement plus de la moitié de l'électorat de Côte d'Ivoire qui n'a pas l'occasion de choisir son candidat. Que fait Laurent Gbagbo après avoir dribblé le général Guéhi, à qui il a promis d'accepter d'être Premier ministre et de le laisser gagner cette espèce de mascarade qu'on a appelée élection présidentielle 2000? Que fait Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo refuse d'accorder au PDCI et au RDR l'occasion d'une confrontation véritablement démocratique où on sera vraiment entre ces trois grands partis de l'époque, celui qui est apte,
selon le peuple de Côte d'Ivoire, à le gouverner. C'est le même Laurent Gbagbo qui, en 2010, vient nous parler de recomptage, alors qu'il avait l'occasion, en octobre 2000, de dire très bien, le général Gueye a quitté le pouvoir, mettons en place une transition pour organiser des élections où on saura vraiment qui peut gouverner légitimement la Côte d'Ivoire. Il a eu l'occasion de montrer qu'il était démocrate, il ne l'a pas fait, et personne ne pouvait croire en lui lorsqu'il a prétendu qu'un recomptage suffirait en 2010 à régler le différend. Je dis que la violence fondatrice du régime Gbagbo était telle que pour ce qui était pourchassé au patronyme, pourchassé au faciès, exécuté, vous vous souvenez du fameux épisode des escadrons de la mort, pour tout cela, la résistance était un acte de légitime défense. Moi, intellectuel politique, je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un qu'on tue, à quelqu'un dont on tue la famille, dont on tue les amis, dont on tue les frères, dont on recherche les militants, je n'ai pas le droit de lui dire continue d'espérer en ta pratique religieuse de la non-violence. Moi, je n'ai pas le droit de le dire. Pour vous, le pasteur Nda, qui me parlait ce soir, vous vous souviendrez quand même que le Christ a dû chasser du temple les marchands à coups de fouet. Eh bien, il y a des moments en politique où, lorsque la barbarie s'empare du pouvoir d'État, la résistance est imprescriptible. Toutes les grandes constitutions du monde, notamment les constitutions des organisations des droits de l'homme, prévoient que lorsque le pouvoir se donne pour projet l'élimination de tout ou partie de sa population, la résistance de cette population, sous toutes les formes, est légitime. Or, j'observe qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le pouvoir du président Ouattara ne s'est pas donné pour projet l'élimination d'une partie de la population ivoirienne. D'ailleurs, on le voit au caractère résiduel des manifestations contre la proclamation du Conseil constitutionnel. Il y a eu des manifestations où, à Benoît, donc dans le village de Simone Gbagbo, et à Gagnoa, donc probablement, comme on peut le dire, dans le village de Laurent Gbagbo. Et le reste de la Côte d'Ivoire vaque tranquillement à ses occupations. Ce qui veut dire que les Ivoiriens ont parfaitement compris que la politique ivoiritaire les conduit systématiquement à la guerre civile. C'est une politique archaïque, c'est une politique du passé, c'est une politique qui ne permettra ni le développement de la Côte d'Ivoire, ni le développement de l'Afrique, parce que c'est une politique anti-panafricaine. Ah ouais, en fait, l'utilisation de la politique ivoiritaire, je suis d'accord avec vous là-dessus. Bon, je peux le dire, mais en fait, cela ne justifie pas justement ce que nous pouvons voir. Vous savez que l'Ivoirien, Monsieur Nda, dites-moi, pour vaincre Hitler, qu'a fait De Gaulle? Oui, De Gaulle a organisé la résistance. Oui, mais vous savez, nous vivons une certaine exclusivité du temps. Et cette exclusivité nous amène quand même à prendre en compte ce qu'on appelle la texture. C'est ce que j'ai l'habitude d'appeler la texture, n'est-ce pas, de nos peuples. Ah bon? Nous avons des peuples qui mettent plus de temps à digérer, n'est-ce pas, à digérer ce qu'on appelle leur douleur que d'autres. La Côte d'Ivoire, depuis 20 ans, n'a pas eu le temps. Alors, c'est là que je viens à vous, n'est-ce pas, le philosophe, mais aussi le psychologue. Est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, face à cela, bon, nous voyons par exemple quelqu'un, nous allons venir à la question tout à l'heure, justement, nous voyons justement, parce que vous avez bien parlé de tout cela, et vous êtes en train d'introduire en quelque sorte un volet que vous n'avez pas trop touché nommément, c'est le volet n'est-ce pas, de Guillaume Soro. Guillaume Soro, justement, fait partie de la rébellion. On vous voit souvent avec lui, vous avez une position là-dessus. Tout à fait. Alors, je viens tout de suite à la question B. Pourquoi tant d'acharnement, justement, à vouloir défendre aujourd'hui, en quelque sorte, je ne dis pas, vous faire la promotion, justement, de quelqu'un que la Côte d'Ivoire, que une partie des Ivoiriens n'a pas totalement assimilé, n'a pas encore, ne voit pas très bien par rapport, justement, au rôle joué au niveau, justement, d'un certain changement en Côte d'Ivoire. Et on voit le professeur Niamsi. Alors, c'est par amitié. Est-ce que vous rejoignez le combat? Voilà, alors, je vous écoute. On vous écoute. Je veux bien vous répondre avec plaisir sur cette question. D'abord, je me réjouis, mon cher Joseph Nda, que vous ayez compris que les Ivoiriens n'auraient pas dû refuser d'écouter le président Houphouët-Boigny quand il leur expliquait très clairement et leur certifiait sur l'honneur que le premier ministre d'alors, Alassane Ouattara, était ivoirien de père et de mère. Donc, je constate que vous ne contredites pas
vous n'osez pas contredire le président Houphouët-Boigny. Je m'étonne juste que des gens qui ont été nommés ministres par Houphouët-Boigny le fassent. Bon, ça c'est le premier point. Ça c'est le premier point. Maintenant, je vais répondre à votre question. Professeur Niamzi est en train de me dire un tacle professionnel. Non, mais monsieur Nda, est-ce que vous contredisez le président Houphouët-Boigny? Est-ce que pour vous, le président Houphouët-Boigny a eu tort? Je dirais tort. Si nous comprenons en fait la politique internationale à cette époque, je dirais qu'il n'avait pas d'autre choix. Maintenant, en ce qui concerne les... Non, mais est-ce qu'il a eu tort? Est-ce qu'il a eu tort de jurer, c'est grand Dieu, que le président Alassane Ouattara était ivoirien de père et de mère, qu'il connaissait la famille paternelle et la famille maternelle d'Alassane Ouattara de longue date? Est-ce qu'il a eu tort de vous le dire? C'est moi qui vous interviewe ce soir, mais ce que je voudrais dire clairement, c'est qu'en fait, la façon dont il a introduit, n'est-ce pas, M. Alassane Draman Ouattara, ne cadrait pas véritablement avec, si je pourrais dire, l'atmosphère à l'époque. Il avait autour de lui des gens extrêmement compétents. Il avait des gens qui étaient valables. Introduire quelqu'un qui arrive comme cela et l'imposer justement à tout un parterre d'experts, parce que vous faut être entouré d'experts au niveau des ministères. Et c'est pour ça que la Côte d'Ivoire était en faillite. Non, il a créé un précédent, c'est-à-dire il n'a pas tellement tenu compte de la vie de ceux-là. Et nous savons très bien que le président Houphouët était quelqu'un devant lequel les gens ne se plaignaient pas toujours. Bon, ça met en cause un peu. Vous voulez dire que c'était un dictateur, c'est ça? C'était un dictateur alors? C'est pas ce que je dis. Je pense que la tradition africaine a joué beaucoup dans certaines décisions prises à cette époque. Bon, parlons donc de Guillaume Soro, si vous voulez. Alors, justement, donc c'est à revoir. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens se plaignent et disent que Alassane n'est pas. Et bon, d'après ce qui a été. Vous dites les Ivoiriens. Là encore, Monsieur Nda, vous vous trompez d'expression. En tant que journaliste politique, ne parlez jamais du peuple quand vous exprimez le point de vue d'une partie d'un peuple. Est-ce que vous pouvez affirmer que les Ivoiriens ont dit, en tant que peuple, qu'ils ne veulent pas d'Alassane Ouattara comme leur premier ministre ou comme leur président? Vous exprimez le point de vue des opposants à Alassane Ouattara. Non, justement, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est-à-dire il faut qu'on puisse prendre en compte cela. Vous avez suivi la déclaration de Tiakone. Mais vous n'avez aucun critère objectif. Vous n'avez aucun critère objectif pour dire les Ivoiriens. C'est qui les Ivoiriens? C'est qui les Ivoiriens? Si Alassane Ouattara lui-même est ivoirien, c'est qui les Ivoiriens? Mais justement, il est ivoirien parce que Houphouët a dit qu'il est ivoirien. Mais par la suite, lorsqu'Houphouët est décédé. Mais non. Lorsqu'Houphouët est décédé. Mais non. Justement, les Ivoiriens. C'est là que vous vous trompez. Et c'est pour ça que le pays a été retrouvé à feu et à sang. Parce que vous prétendez que vous pouvez, uniquement parce que la tête d'un homme ne vous plaît pas, uniquement parce que vous pensez avoir les mêmes compétences que lui autour de vous, vous prétendez que cet homme-là doit être dépossédé de sa nationalité, dépossédé de sa dignité, on doit déterrer le corps de sa mère, le jeter dehors pour lui montrer qu'il n'est pas du pays. Mais écoutez, c'est très grave. À votre niveau de responsabilité, nier la nationalité, non, monsieur Nda, nier la nationalité ivoirienne du chef de l'État de Côte d'Ivoire, c'est très grave de votre part. Non, c'est parce que, suivez bien ce que j'ai dit. Et suivez bien ce que je suis en train de dire, et ça sera à vous de répondre justement à cela. Ce que je suis en train de dire exactement, c'est qu'en fait, il y a eu autour de cela beaucoup de problèmes. Les journaux. Mais écoutez, c'est de la faute à qui? Les juristes, le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, n'est-ce pas? Il y a eu même un discours très précis de Tiakone. Mais jusque-là, c'est ce que je suis en train de dire. Tiakone qui était l'instrument de Robert Guéhi et de Laurent Gbagbo. Vous croyez cela? Bien, mais c'est évident, c'est connu. D'ailleurs, il a dit qu'il avait été possédé par le diable. Il l'a dit plus tard, Tiakone. Bon, vous voyez, c'est un dossier qu'il va falloir qu'on reprenne, il va falloir que vous reveniez. Non, moi je vous dis, Joseph Nda, je vous dis sérieusement que le fond du problème, c'est que on a voulu faire face à la crise économique de la Côte d'Ivoire en utilisant une mauvaise solution. Alassane Ouattara représentait la solution technocratique, et puis le FPI et une partie du PDCI se sont mis à représenter la solution discriminatoire, la solution ivoiritaire. C'est cette solution qui a plongé le pays dans la crise, parce que les ressortissants d'un pays ne peuvent pas accepter du jour au lendemain qu'on leur dise qu'ils sont des étrangers.
Ça, c'est une atteinte grave à leur dignité, à leur descendance, à leur histoire. Tout le monde était bien placé pour comprendre que lorsque Félix Houphouët-Boigny, président de la République de Côte d'Ivoire, vous dit que le lignage d'un compatriote est hors de doute, d'ailleurs ses frères et sœurs bénéficiaient autant que lui de la nationalité ivoirienne depuis de longues années, quand c'est Félix Houphouët-Boigny qui vous le dit, et quand vous vous permettez de piétiner cette parole et de dire par la suite que vous êtes oufouettiste, il s'agit là du péché contre le Saint-Esprit dans l'histoire de Côte d'Ivoire. Parce qu'Houphouët-Boigny a voulu que la Côte d'Ivoire soit la république dans laquelle justement on n'exclut pas quelqu'un parce qu'on prétend qu'il n'est pas ivoirien, parce que Houphouët-Boigny ne croyait pas aux frontières héritiers du colonialisme. Houphouët-Boigny croyait en l'homme, il croyait au travail, il croyait en l'intégration africaine, et il avait proposé en 1966, devant l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, la double nationalité. C'est l'un des premiers chefs d'État africains qui a ouvert le vote des étrangers de la sous-région africaine aux élections ivoiriennes. Mais cet homme était avant-gardiste. Est-ce qu'on mesure la chance qu'on a eue d'avoir Houphouët-Boigny sur la terre d'Afrique? Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Et alors, si vous mesurez cette chance, vous ne pouvez pas accepter qu'un pays soit mis en retard par une bande de personnes qui excluent les Africains, qui excluent les Ivoiriens, uniquement parce que ces Ivoiriens risquent par leurs compétences de leur damer le pion. Pourquoi Alassane Ouattara est-il choisi? Pourquoi Alassane Ouattara est-il choisi par le président Houphouët-Boigny? Le président Houphouët-Boigny le dit lui-même, c'est un homme très compétent, c'est un homme qui connaît l'économie, qui connaît la finance, et il vient de nous le démontrer encore pendant 4 ans, Alassane Ouattara. Pendant 4 ans, il a pris la Côte d'Ivoire à moins 5% de croissance, il l'a basculé à pratiquement 10% de croissance pour 2016 à venir. Mais écoutez, vous avez eu ça combien de fois dans l'histoire de Côte d'Ivoire? Des changements macroéconomiques de cette importance, des investissements concentrés dans un laps de temps de cette importance. Le bilan d'Alassane Ouattara plaide pour valider ce que Laurent Gbagbo lui-même disait d'Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo, je le cite, dit à Jeune Afrique, Alassane Ouattara est un bosseur infatigable, c'est un excellent travailleur. Mais comment voulez-vous que la Côte d'Ivoire ne bénéficie pas d'un de ses fils aussi talentueux, reconnu par Houphouët-Boigny, par Laurent Gbagbo, par tout le monde, uniquement parce que certains ont décrété qu'il n'est pas ivoirien? Je suis d'accord. Une question pour vous. À votre avis, est-ce que vous ne croyez pas que beaucoup d'Ivoiriens, et je le dis, beaucoup d'Ivoiriens pensent que l'approche, c'est-à-dire imposer à Alassane, voilà, je vais préciser ça comme cela. Mais c'est le rôle du président, c'est le président qui nomme les premiers ministres. D'accord, mais vous savez, beaucoup d'Ivoiriens estiment auraient pu procéder d'une autre façon pour pouvoir imposer Alassane. Mais il n'avait qu'à présider à la place du président alors. Ces Ivoiriens-là. Est-ce que c'était la manière de le faire qui a créé le malaise? C'est la question qu'il faut poser. Non, moi ma réponse, je vous l'ai donnée. Voilà, c'est cela. Joseph, j'ai répondu à votre question. Moi j'ai répondu à votre question, je vous dis qu'il y avait 2 camps. Parce que la Côte d'Ivoire était en crise économique. Voilà le problème profond. On part avec une population de 2 500 000 habitants en 1950, et puis dans les années 90, on est pratiquement à 20 millions. On est pratiquement à 16-17 millions. Comment on nourrit cette population avec les recettes de l'État qui ont baissé? Voilà le problème que les gens avaient. Comment on continue à soigner tout le monde, à laisser les écoles, les universités accessibles à tout le monde, les transports gratuits pour tout le monde? Comment on continue à le faire alors que les recettes de l'État ont baissé? Joseph Nda, c'est ce jour-là qu'il y a eu 2 écoles qui se sont formées. Une qui a dit, les recettes de l'État, on va les garder pour les vrais Ivoiriens. Ça, c'est l'école ivoiritaire. L'autre a dit, non, nous allons réorganiser l'État de telle façon que le secteur privé soit boosté, parce que l'État ivoirien était un mammouth de fonction publique pendant de très longues années. Nous allons créer une dynamique du secteur privé, une diversification de l'économie qui va permettre de créer de nouvelles richesses permettant de faire face à la baisse des recettes de l'État. Et nous allons mieux structurer l'État, nous allons dégraisser l'État, ce qu'on a appelé les ajustements structurels, qui étaient très douloureux dans les années 90, parce que la tradition de gaspillage à la tête des États africains avait également pris ces quartiers en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que le président Houphouët-Boigny a dû prendre une décision courageuse contre l'aile ivoiritaire
qui avait refusé dès 1966 le principe de double nationalité, le président Houphouët-Boigny a affirmé qu'il voulait construire une république inclusive, cosmopolitique, et une république dans laquelle les questions de nationalité n'étaient pas les questions au nom desquelles on avait le droit d'exclure un être humain. Les questions de nationalité devenaient en réalité des formalités quand le travail, la compétence, la paix, la fraternité, l'humanisme d'Houphouët-Boigny étaient pratiqués. Voilà le fond du conflit. On ne peut pas reprocher à Houphouët-Boigny d'avoir pris la décision que la raison et la conscience universelle lui. Et d'ailleurs, qui a succédé à Félix Houphouët-Boigny? Lui-même a pris le soin de demander une modification de la Constitution et de faire un article 11 qui prévoyait que le chef du Parlement, Henri Konan Bédié, soit son dauphin et soit chargé de la vacance du pouvoir. Donc, pourquoi les gens ne se sont donc pas opposés à cette décision tout aussi discrétionnaire de Félix Houphouët-Boigny de vouloir que le président Henri Konan Bédié, qui est aussi un de ses fils spirituels et politiques, de vouloir que ce soit lui qui soit en position de lui succéder s'il venait à mourir. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas juger le président Houphouët-Boigny pour cette décision? Quand il a décidé de choisir un premier ministre, économiste, financier, compétent, on lui fait le procès parce qu'on prétend que ce premier ministre est étranger. Mais la Côte d'Ivoire existait depuis quand pour que les Ivoiriens se divisent en étrangers et nationaux? Et qui a tracé les frontières de la Côte d'Ivoire, si ce n'est le colon dans sa décision discrétionnaire arbitraire? C'est une honte. Ce débat est une honte. Il faut que la Côte d'Ivoire soit lavée de la souillure de l'ivoirité. L'Afrique tout entière, mon Cameroun natal, tous les pays africains qui pratiquent le nationalisme hérité des frontières sont des pays potentiellement criminels pour tout ou partie de leur population. Le président Houphouët-Boigny nous a montré la voie. Marchons vers le cosmopolitisme africain. Marchons vers l'unité citoyenne africaine. Marchons vers la citoyenneté fédérale africaine. Résolument. Est-ce que voilà, en 2 minutes, professeur Niambi, ce que vous dites, nous le comprenons, mais j'ai dit, il y a toujours parfois un grand fossé entre la raison et la pratique de cette raison exprimée. Et c'est un peu le cas. Nos dirigeants africains, justement, se servent beaucoup de ce qu'on appelle l'influence qu'ils ont, n'est-ce pas, de l'aura qu'ils ont et de l'influence qu'ils ont de leur peuple ou de leurs collaborateurs. Généralement, ce qui les amène parfois à prendre des décisions qui, en fait, amènent la plupart des collaborateurs à ne rien dire. Mais ne rien dire non, c'est parce que ne signifie pas forcément c'est parce que Houphouët-Boigny voulait éviter à la Côte d'Ivoire les crimes de l'ivoirité qu'Houphouët-Boigny a fait venir un Ivoirien capable de redresser technocratiquement l'État de Côte d'Ivoire. C'est parce qu'Houphouët-Boigny ne voulait pas confier la Côte d'Ivoire au camp qui allait exclure, qui allait organiser la guerre civile par l'exclusion. Parce que quand vous excluez les gens, vous leur donnez une seule alternative, c'est se battre à mort. Le président Houphouët-Boigny a pris la décision de nommer le Premier ministre Alassane Ouattara parce qu'il croyait que grâce à la technique, grâce à la science, grâce au travail que cet homme incarnait, il était possible de redresser les comptes de l'État de Côte d'Ivoire pour qu'il finance son humanisme politique, comme par le passé. Voilà ce que le président Houphouët-Boigny croyait. S'il y avait au sein de l'administration ivoirienne, avant l'arrivée d'Alassane Ouattara, des hommes qui pouvaient redresser l'économie ivoirienne, ça se saurait. Il l'aurait fait, puisque le président Alassane Ouattara était à l'époque gouverneur à la BCEAO. Avant cela, il avait travaillé d'ailleurs en partie au FMI, etc., à Dakar et consorts. Si on l'a fait venir, c'est qu'on a comparé des CV et on a estimé qu'il était the right man at the right place. Et moi, je suis convaincu qu'il était vraiment the right man at the right place, parce que regardez ce qu'il a fait en 4 ans. Quel est le chef d'État ivoirien après Houphouët-Boigny qui a fait autant que lui en si peu de temps? Quel est le chef d'État qui a fait autant que lui en si peu de temps? Après Houphouët-Boigny, en réalisation, dans un temps record, c'est Alassane Ouattara. Donc, parlons de Guillaume Soro, si vous le voulez bien. Parce que vous avez évoqué en relation à Guillaume Soro. Vous avez dit quelque chose sur Guillaume Soro qui, aujourd'hui, mérite que vous puissiez expliquer ça un peu plus. Brexit down. Oui. Par exemple, vous avez dit que Guillaume Soro pèse lourdement sur l'échiquier politique de Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit dans Facebook. Oui. Je suis en train de paraphraser ce que vous avez dit. Je le confirme. Mais vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, je dis bien, et là je le dis, tous les Ivoiriens, toutes tendances confondues,
parce que non. Ah bon? Vous avez mené une enquête, vous avez des sondages, oui, parce que vous êtes apparemment quand même journaliste. Non, je ne suis pas journaliste. Ah, d'accord. Vous êtes sociologue. Je m'intéresse à ce qui se passe dans mon pays. Si vous voulez prenez ça comme cela. Comment vous faites pour savoir ce que pensent tous les Ivoiriens? Alors, justement, bon, vous savez, ce que vous devrez comprendre. Maintenant, si vous voulez, je suis le mot. Oui. D'accord, on va y aller. Non, je ne joue pas sur les mots, Joseph. Voilà, donc, ce que je veux dire ce soir, c'est que les Ivoiriens n'ont pas encore oublié, n'est-ce pas, le rôle ils vous l'ont dit la rébellion a joué. Vous savez d'abord, bon, d'accord. Je vous interroge, d'accord. Mais je suis quand même pasteur. Et nous savons d'abord, nous sommes en contact avec un monde hétéroclite. Et ils n'ont pas encore oublié. Deuxièmement, nous voyons que ceux qui ont participé justement à cette rébellion, pour certains, ne sont devenus multimillionnaires, milliardaires. Bon, nous les voyons se promener ici et là. Et nous voyons un intellectuel qui est très écouté et qui, effectivement, dit des choses qui demandent à ce que, justement, qui demandent un peu plus d'explications. Par exemple, vous parlez de Guillaume Soro, mais vous n'avez pas totalement, vous n'existez pas beaucoup en tant que psychologue sur l'aspect psychologique, n'est-ce pas, de l'impact de cette rébellion sur la société ivoirienne. Alors, vous souhaitez que je vous réponde? La question est, qu'est-ce qui fait courir le professeur Franklin Nyamdi? Merci, cher Joseph Nda. Mais je suis là aujourd'hui pour vous répondre. Vous savez, je suis docteur des âmes. En tant que philosophe, je suis chargé de soigner les âmes. Donc, je vais vous répondre. Vous avez dit à propos du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire deux choses. Un, vous avez rappelé que j'ai dit qu'il pesait lourdement dans l'échiquier politique ivoirien. Oui. C'est très clair que on ne peut pas comprendre les 20 dernières années de la politique ivoirienne sans citer l'action décisive menée par Guillaume Soro, notamment à partir de 2001, pour rétablir l'équilibre entre le pouvoir illégitime de Laurent Gbagbo et l'opposition politique que Laurent Gbagbo était en train de massacrer d'année en année. On ne peut pas comprendre les 20 dernières années de la politique ivoirienne sans l'entrée en scène de ce secrétaire général syndical absolument original que fut Guillaume Soro, au point qu'en 1997, en Côte d'Ivoire, il soit élu homme de l'année. On ne peut pas comprendre l'histoire du mouvement syndical ivoirien sans se rendre compte que c'est sous Guillaume Soro, alors quand même harcelé, emprisonné plusieurs fois sous le régime Bédié, que la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la FESI, va être réhabilitée. On ne peut pas comprendre l'histoire de Côte d'Ivoire sans se rendre compte que lorsqu'en 2000, le RDR et le PDCI demandent au FPI, accédant par effraction au pouvoir, d'accepter de reprendre le processus électoral, et que le FPI répond par la mort violente infligée aux militants du PDCI et du RDR, eh bien, lorsque la situation politique devient telle que, en face, Gbagbo exerce le pouvoir directement par les armes, face à une opposition complètement désarmée et qui le subit de jour en jour, avec des pertes humaines avérées et massives, on ne pourra jamais nier le fait que c'est Guillaume Soro, aux côtés d'une poignée de jeunes militaires, qui organisent la résistance contre la doctrine criminelle de l'ivoirité incarnée par le régime Gbagbo. C'est Guillaume Soro qui force Gbagbo à négocier dès octobre 2002 à Accra, à Lomé, à Dakar. Il va le forcer à négocier à Pretoria, à Rome. C'est Guillaume Soro qui va jusqu'au bout du dialogue pour le rééquilibrage politique de la Côte d'Ivoire en signant en 2007 l'accord politique de Ouagadougou qui va réorganiser toute la politique ivoirienne jusqu'à ce jour. Je tiens à vous rappeler que les élections de 2010 sont le résultat de l'accord politique de Ouagadougou signé par Guillaume Soro et Laurent Gbagbo comme principaux protagonistes et rétablissant le processus démocratique ivoirien sur les rails. Donc on ne peut pas comprendre l'histoire politique de la Côte d'Ivoire de ces 20 dernières années sans intégrer le paramètre fondamental de Guillaume Soro. Je le dis d'une formule. La majorité politique qui gouverne la Côte d'Ivoire est assise aujourd'hui sur 3 piliers. Le premier pilier est incarné par ordre d'aînesse, par la sagesse retrouvée, par la hauteur d'esprit
incarné par le président Henri Konan Bédié, qui est revenu sur ses pas, a renié la doctrine de l'ivoirité et a affirmé l'importance de l'intérêt général, retrouvant ainsi en réalité la vraie doctrine oufouettiste qu'il avait un temps perdu. Le deuxième pilier de la Côte d'Ivoire, c'est le président de la République en exercice, Alassane Ouattara, dont l'art gouvernemental est l'un des meilleurs que l'Afrique francophone ait jamais connu et que la Côte d'Ivoire elle-même ait jamais connu. Les résultats parlent pour lui et il faut consulter les statistiques internationales, même pas celles de l'État de Côte d'Ivoire. La troisième force politique sans laquelle la majorité actuelle ne serait pas là où elle est, c'est celle qui est incarnée et a été dirigée par Guillaume Kigbafori Soro, la jeunesse ivoirienne consciente qui s'est engagée à ses côtés dans le mouvement patriotique de Côte d'Ivoire et les forces nouvelles pour opposer à Laurent Gbagbo un rapport de force qui lui impose de retourner dans le terrain strictement politique. Alors Guillaume Soro a pris ses responsabilités. Maintenant, je réponds à votre question. Le deuxième volet de votre question, c'est l'impact psychologique de l'action de Guillaume Soro. Il est certain que lorsque De Gaulle s'attaque aux nazis, il impacte psychologiquement les nazis. De la même façon, il est certain que lorsque Guillaume Soro s'attaque au camp de l'ivoirité, il impacte psychologiement les criminels du camp de l'ivoirité qui donnaient allègrement la mort à des citoyens ivoiriens au motif ou à des étrangers au motif qui sont nordistes ou encore qui sont des envahisseurs. Donc, pour moi, l'impact psychologique de l'action de Guillaume Soro dans l'histoire de Côte d'Ivoire lui sera positivement redevable avec la patience du temps. Lorsque on relira l'histoire de Côte d'Ivoire et qu'on se rendra compte que l'idéologie criminelle de l'ivoirité a été rayée, on aura la hauteur, on aura la mémoire du sacrifice auquel se sont livrés ces jeunes gens pour faire reculer Laurent Gbagbo, le boulanger d'Abidjan, qui en avait déjà roulé plus d'un et qui se préparait à faire tomber 1000 à droite, 10 000 à gauche, pour se perpétuer au pouvoir au nom de son nationalisme étriqué. Pour moi, ceux qui sont choqués, et je conclus mon argument là-dessus, ceux qui sont choqués par l'action de Guillaume Soro dans l'histoire récente de Côte d'Ivoire appartiennent au camp ivoiritaire qui a organisé la criminalisation de la politique ivoirienne. Et ce choc-là, ils le méritent, parce que ce sont eux qui ont encouragé le FPI de Laurent Gbagbo à organiser sur le plan de l'élimination physique l'exclusion de leurs propres compatriotes ivoiriens. Il s'agit là de la réponse du berger à la bergère. Mais ce que vous dites est extrêmement grave. Est-ce que vous avez des preuves de cela? Parce que, effectivement... oui, je peux vous le prouver. De plus en plus, la thèse n'est-ce pas, d'un antagonisme tricéphale, à savoir Babo Alassane Gueye, n'est-ce pas, a toujours été cité. On estime que, justement, ces trois étaient d'accord. Et quelque part, n'est-ce pas, ça n'a pas fonctionné. Ils étaient d'accord, mais le RDR a démissionné du gouvernement Gueye dès les débuts de l'année, au milieu de l'année 2000. Je pense même janvier-février de l'année 2000, le RDR avait quitté le gouvernement de Gueye. C'est le FPI qui est resté avec Gueye au gouvernement et qui l'a accompagné dans l'entonnoir, le piège qui lui avait été tendu. Vous le savez pas, peut-être. Le RDR a quitté le gouvernement Gueye. Vous dites? Donc, en quelque sorte, le RDR s'est détaché et a laissé justement Babo et Gueye, n'est-ce pas, préparer leur pain. Faire leur business. Tout à fait. Bon, alors tout à fait. Je vous pose, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au niveau de l'impact social ou sociétal, n'est-ce pas, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Alassane aurait fait mouche? Parce que c'est vrai, il y a des infrastructures, ça travaille, effectivement, il y a une certaine... Oui, vous reconnaissez des choses, en effet. Est-ce que... non, écoutez, non, il faut le dire, je ne suis pas anti-Ouattara. Non, pas du tout. Je ne suis pas anti-Ouattara, je ne suis pas anti-Babo. Je veux simplement amener les gens à comprendre. Et vous, ici, ce soir, ça permettra de comprendre beaucoup de choses. Je pense que le débat est assez poussé et assez osé ce soir, et ça permet justement de comprendre certains aspects. Maintenant, vous savez, quand on verse du sang, écoutez, ça ne fait jamais de bien. Et parfois, ça peut gâter, comme on dit, beaucoup de choses, pour parler en africain. Alors, c'est là que nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes à l'approche des élections.
et c'est sur ce volet qu'on va essayer de boucler ce soir. Oui, oui. Soro, Alassane, Barbo et tout cela, nous approchons les élections. Et il semble que, oui, n'est-ce pas, il y a une certaine tension, même si elle n'est pas nommée, même si elle n'est pas, mais elle est palpable. Alors, à votre avis, professeur, est-ce que vous pensez que nous pouvons aller vers des élections réellement apaisées, ou bien nous sommes dans un remix un remixé de 2010? Parce que, en fait... Donc, je vous le dis très sérieusement. La majorité silencieuse, on n'a pas eu le temps d'aborder ce point, la fameuse majorité silencieuse, elle est réellement là en Côte d'Ivoire. Elle ne dit rien. Écoutez, Joseph Nda, n'ayez pas la facilité d'inventer des majorités, des peuples, etc. Non, alors que vous n'avez ni statistiques, non, vous n'avez ni statistiques, ni éléments qui vous permettent de le dire. Comment vous faites pour connaître la majorité? Vous n'allez pas aller sortir des statistiques dans un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays qui... Donc vous c'est sur des bases d'intuition. Vous avez quoi? Des prémonitions? Vous avez des intuitions mystiques? Non, je vous ai dit... Non, ne m'amenez pas dans ce domaine où il y a plein de prophéties à gauche et à droite. Non, professeur, je ne suis pas dedans. Ce que je suis en train de vous dire ce soir, c'est que la majorité... Comment vous... Non, mais c'est quoi la majorité? Elle est là. Voilà, je vais vous expliquer. Elle sort d'où? La silencieuse, c'est celle qui a été durement frappée par tous les événements. Oui. Tout le monde a été frappé. En Côte d'Ivoire, je pense que tout le monde a été frappé. Qui ne s'est pas encore exprimé. À l'image d'un accident de voiture où il y a des blessés graves, mais ces blessés graves, on ne les entend pas. Ils gémissent, mais on ne les entend pas, on entend plutôt ceux qui crient. Joseph, j'aimerais pouvoir vous répondre. Vous avez une solution pour ça? Allez-y. J'aimerais pouvoir vous répondre si vous le souhaitez. Donc, d'abord, les concepts comme majorité, peuple, etc., moi je ne les emploie jamais parce que je ne m'arroge jamais la prétention de parler au nom de gens que je n'ai pas consultés. Et je ne parle que sur la base de données objectives que j'ai pu rassembler. Voici ce que je constate. Tous les Ivoiriens, en tant que membres d'un pays qui a connu une crise fratricide, ont souffert de cette crise. Il n'y a pas en Côte d'Ivoire une région, il n'y a pas un groupe ethnique, il n'y a pas un parti politique qui n'ait pas eu sa part de martyrs. Ça ne veut pas dire que les responsabilités soient les mêmes et que les responsabilités soient en quelque sorte équitables. Ce n'est pas mon analyse. Pour moi, les responsabilités, elles sont hiérarchisées. Il y en a toujours un qui provoque l'escalade et quand l'escalade a pour but de faire des victimes, les victimes s'organisent pour résister. Pour moi, les résistants sont en légitime défense. L'agresseur, c'est lui qui est responsable de la crise. Bon. Mais il n'y a pas dans la société ivoirienne une couche qui a été épargnée. Que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes, que ce soit les vieillards, que ce soit les campagnes, que ce soit les villes. La crise que la Côte d'Ivoire a connue a durement frappé toutes les populations, y compris même les résidents étrangers de Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier point. Maintenant, il faut rappeler que une crise, lorsqu'elle se traduit par une confrontation révolutionnaire en vue de créer un système meilleur, eh bien, une crise de cette nature, malheureusement, fait partie de ce qu'on appelle la marche de l'histoire. Est-ce qu'en 2015, nous allons à des élections beaucoup plus apaisées en Côte d'Ivoire? Je dis oui, parce que, regardez cette année 2015. La jeunesse du CNC, la coalition nationale soi-disant pour le changement, donc l'opposition ivoirienne, avait prévu de manifester hier, aujourd'hui, et je ne sais peut-être aussi demain, pour contester les décisions du Conseil constitutionnel. On a vu où se sont concentrées les manifestations. C'est un message que le peuple de Côte d'Ivoire nous envoie. Alors là, on peut parler du peuple de Côte d'Ivoire. Le message qu'il envoie est le suivant. On peut manifester en démocratie son désaccord envers telle ou telle position politique, mais lorsque nous avons un système politique souple et ouvert, permettant le dialogue, permettant la transparence du processus électoral, comme celui qui a été mis en place à partir de 2010 en Côte d'Ivoire, on ne se permet plus de vouloir détruire les institutions. Parce que quand on détruit les institutions, il faut qu'elles soient mauvaises. Donc, aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire, à travers l'attitude qu'il a adoptée ces 2 jours, où il a été pourtant incité violemment à la révolte, j'ai entendu des gens comme le docteur Boga
un certain Christian Vabé à partir de Paris. Il y a pas mal de gens à travers le monde qui se mettent bien au chaud et qui demandent aux jeunes Ivoiriens d'aller affronter la police, d'aller affronter la gendarmerie, d'aller affronter l'armée pour leur permettre de revenir prendre le pouvoir. Je me dis quand même que l'opposition politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a même pas le courage d'un Laurent Gbagbo. Gbagbo était au moins courageux. Quand il appelait à des manifestations, on le retrouvait au premier rang. Voilà les messieurs Charles Konan Banny, Essie Amara, Mamadou Koulibaly et tous ces opposants du CNC qui appellent à des manifestations auxquelles eux-mêmes ne participent pas. On se souvient de Laurent Gbagbo à la tête de ces manifestations avec une serviette au cou, prenant le lacrymogène. On sait ce qu'il a vécu, par exemple, un 18 février 92, Laurent Gbagbo, quand il manifestait avec ses camarades. Bon, donc, aujourd'hui, les Ivoiriens savent très bien que le bilan du président Alassane Ouattara est positif. On dit vraiment quand vous n'aimez pas le lièvre, reconnaissez quand même qu'il sait courir. Hein, quand le lièvre court bien, reconnaissez-le. Bon, tout le monde n'est pas obligé d'aimer le chef de l'État. Mais dans un pays où il y a eu des réalisations objectives et positives pour la population, tout le monde est au moins obligé de le respecter. Respecter le président de la République, c'est quoi? C'est en réalité respecter les institutions qui améliorent au quotidien la vie des Ivoiriens. Je crois que l'élection 2015 sera une élection apaisée. Elle sera apaisée parce que l'opposition n'a pas été exclue de l'élection. Une partie de l'opposition s'est exclue toute seule. Je pense par exemple à l'LFPI de M. Aboudraman Sangaré. Ils se sont exclus tout seuls. On ne les a pas exclus. C'est pas comme en 2000 où le Conseil constitutionnel chassait des gens. Afinguessan est candidat pour le FPI, Mamadou Koulibaly est candidat pour le leader, Konan Banny est candidat pour les irréductibles, soi-disant donc du PDCI, Monsieur Essie Amara est candidat isolé. Est-ce que vous avez eu en Côte d'Ivoire une élection plus inclusive que celle-ci depuis que la Côte d'Ivoire existe? Connaissez-vous une élection ivoirienne où il y a eu autant de candidats opposés au président de la République, autorisés à compétir contre lui dans ces conditions-là? Et parmi lesquels des candidats d'ailleurs qui demandent au Conseil constitutionnel d'exclure le président de la République en exercice de la compétition. Écoutez, il y a objectivement des raisons de penser que l'élection du 25 octobre se passera dans des conditions infiniment meilleures que celles de 2010 et que cette fois-ci, la Côte d'Ivoire n'aura pas une crise post-électorale. Parce que s'il fallait qu'elle en ait une, le fameux peuple dont vous parlez, il se serait montré. Le peuple veut les élections. Et je pense que les candidats aussi veulent les élections parce que les élections leur permettront au moins de dire qu'ils ont été adversaires du président Ouattara un jour dans leur vie, s'il leur arrive de perdre, ce qui, à mon avis, est la probabilité objective la plus élevée. Oui, ce que vous dites est assez pertinent. On verra ce que ça va donner dans 45 jours. Mais en fait, c'est pour vous dire simplement que la majorité silencieuse dont nous parlons, c'est celle qui souffre mais qui ne veut pas parler parce qu'elle porte encore ce qu'on appelle les affres ou les stigmates justement de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, elle n'est pas encore rassurée quant à vouloir s'exprimer. C'est celle qui dit et qui parle en milieu autorisé, qui lui sont autorisés, mais qui n'est pas prête à s'exprimer en dehors de ces milieux-là parce qu'elle ne sait pas comment vont réagir ceux qui sont plus ou moins... Moi, je pense même... C'est ça la majorité silencieuse. Monsieur Nda, cette majorité silencieuse-là comporte des gens qui vont voter pour le président Alassane Ouattara, mais qui ne peuvent pas le dire parce que il y a des donneurs de leçons de morale qui pourraient leur dire... Attention, il faut pas... Oui, non, mais écoutez, la majorité silencieuse, comme elle est silencieuse, comme elle ne dit rien, chacun d'entre nous peut interpréter ce qu'elle est supposée dire. Vous vous dites, c'est une majorité qui va s'opposer au processus politique peut-être à un moment donné, parce que elle a trop souffert et qu'à un moment donné, ça va péter. Et moi, je dis que cette majorité silencieuse est une majorité qui a enfin compris que l'action politique du président Alassane Ouattara est bienfaisante pour le pays. Et ils attendent que l'urne soit posée, ils vont voter pour lui massivement. Ils vont voter pour lui massivement, parce que s'ils n'allaient pas voter pour lui massivement, ils écouteraient massivement les mots d'ordre de l'opposition. Mais comment pouvez-vous avoir une opposition politique dans un pays qui parvient à faire des manifestations éclatées à Beaunois et à Gagnoa, et puis une petite manifestation à Koumassi qui dure 30 minutes, et puis vous dites que cette opposition-là est populaire,
Bon, Charles Konambani n'a pas de parti. Essi Amara n'a pas de parti. Le parti de M. Mamadou Koulibaly peut se réunir dans une cabine téléphonique. Pascal Affinguessan hérite d'un FPI éclaté. Parce qu'il y a un FPI qui dit Gbagbo ou rien. Eux, ils attendent le retour du Messie, de la haie. Mais comment voulez-vous que ces gens-là, la population, considère qu'ils peuvent les gouverner? Ils se rassemblent dans une coalition à 6 mois des élections. Et à 6 mois des élections, ils n'ont même pas un programme commun. Comment d'ailleurs faire un programme commun? Mamadou Koulibaly est un libéral. Kakabe dit qu'il est un social-démocrate. Essi Amara, lui, il ne précise pas. Il dit que lui, il apporte la paix. Charles Konambani, quant à lui, dit que lui, il s'engage pour récupérer l'héritage. Comment vous faites un programme politique commun avec autant de phrases totalement déconnectées des problèmes réels que les Ivoiriens ont et que les Africains en général ont? Donc, moi, je pense que la coalition nationale pour le changement, l'opposition ivoirienne, est bien partie pour perdre copieusement les élections du 25 octobre. Vraiment, en sciences politiques, si un tel problème est posé à des étudiants qui font d'autres calculs, il faut que ces étudiants-là, en particulier, aient éventuellement fumé de la marijuana ou du cannabis avant l'épreuve. Comment vous allez battre un candidat qui a une majorité stable depuis 2005? Depuis 2005. Le RHDP est constitué depuis 2005. Il a gouverné pendant 5 ans ensemble, pratiquement. Comment vous allez battre une telle majorité qui s'organise pour redonner stabilité et confiance au pays en vous organisant à 6 mois de l'élection? Les Ivoiriens les ont désavoués. Les Ivoiriens ne sont pas sortis dans la rue parce que les Ivoiriens sont convaincus que le projet politique, économique, social, diplomatique, géostratégique, le plus pertinent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le projet du vivre ensemble, porté par le candidat Alassane Ouattara. Les autres veulent aussi exister, et ils veulent qu'on dise qu'un jour, ils étaient adversaires du président Ouattara. C'est ça. Oui, en tout cas, merci. Je veux vous recommander un livre, d'ailleurs, que je vous recommande ce livre. Je vous demande de l'acheter. De vous le avez-vous lu mes livres? Oui, Pasteur Joseph Nda, avez-vous lu mes livres, vous? Je vais commencer véritablement à les lire, mais en fait, la fameuse révolution camerounaise, je vais voir de quoi il s'agit avec un grand cas. Voilà. Écrit pas mal. Absolument. Je vais lire ce livre-là, je vais voir. Je lis beaucoup, je vous préviens. Je lis beaucoup. Commandez-le chez l'Harmattan. Je lis beaucoup, je vais le faire. Il y a quelqu'un aussi qui est sur l'Harmattan actuellement qui a écrit un livre, Une République de présidents. Je voudrais que vous puissiez le lire. Avec plaisir. Lisez ce livre, il est écrit par Hélène Tandilou, elle est ivoirienne comme vous. Et ce Donc livre vous m'envoyez ça? nous explique. Vous m'envoyez ça par la poste? Vous voulez que je l'achète? Et vous explique en quelque sorte l'état psychologique dans lequel se trouvent les politiciens à la recherche du pouvoir. Au moment où ils sont engagés justement dans des prises de décision, c'est phénoménal. Vraiment, je vous conseille ce livre-là. Je vous donnerai cela. Et puis, je regarderai, mais je crois que j'en sais déjà quelque chose. Mais vous savez, on apprend toujours. Moi, je suis preneur de tout ce que les Ivoiriens disent. Oui, il faut le lire. C'est un livre ressource et il apporte beaucoup. J'en ai lu 60. J'en ai lu 60 sur la politique ivoirienne. Donc, celui-là s'ajoutera à une bibliographie déjà suffisamment chargée. C'est pas vraiment un livre politique. C'est plutôt un livre qui va un peu à la genèse. Il explique des choses assez importantes et ça peut aider à comprendre. Nous nous approchons avec plaisir de la fin de cette interview très intéressante pour le premier contact que nous avons avec vous, professeur. C'est assez intéressant. Merci. J'espère que je n'ai pas déçu vos attentes. Non. Vous avez marqué 2 ou 3 points, mais j'avais quand même des retours. Oui, j'avais des retours ce soir. Mais sacré pasteur. Oui, on va se retrouver. Je sais que vous allez aimer Afrique 2050, qui vous aime déjà. Merci beaucoup. De ce que vous dites. C'est dur. Merci. Il y a des gens que ça fait crépiter. C'est dur. Mais il faut dire que l'expression libérale va faire avancer le débat en Afrique. Et c'est comme ça. D'accord avec vous que c'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un qu'il faut le déshonorer et voilà. vivre une vie indigne. Je suis ou le chasser, surtout pas le chasser de son pays. On ne t'aime pas, mais il ne faut pas forcément le déshonorer. Je suis entièrement d'accord, ce sont des principes à appliquer. N'est-ce pas? Moi, absolument. Dans une Afrique qui est très imagée. Alors, professeur Nyamzi, nous arrivons au terme de cette interview. On s'excuse pour le retard que cela a pris. C'était pas quel est votre oui, ça peut être de toute façon, c'est parce que c'était peut-être que
je ne sais pas, je ne suis pas superstitieux. Bon, votre conclusion, en fait, et surtout, est-ce que le tissu social peut être réellement reconstruit en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pensez que le président Alassane a réellement, là, à ce niveau, il est technicien, mais est-ce qu'à ce niveau, il a vraiment trouvé la parade pour remettre les Ivoiriens? Tout à fait. Moi, mon mot de conclusion est le suivant. Je suis déjà... Je voudrais dire à tous ceux qui veulent poser des questions, il n'y aura pas de questions ce soir. N'est-ce pas? C'est une interview avec le professeur, n'est-ce pas, voilà. Hélas, nous pensons que... j'aurais bien voulu leur répondre. Oh, vous auriez bien voulu? Vous voulez répondre à un ou deux là ce soir? Parce qu'il y en a qui sont oui, il faut laisser parler une ou deux personnes. Non, il y en a qui sont prêts à Okuta, comme on dit. Alors, je vais vous donner Monsieur Innocent Doudou. Je vous le donne ce soir. Voilà, il faut quand même laisser parler des gens qui ne sont pas d'accord. Oui, à tous ceux qui veulent poser des questions, bien qui veulent s'exprimer, d'être vraiment succès et éviter justement surtout des mots. Prenons deux questions et ça sera suffisant parce que je suis vraiment fatigué. Alors, pasteur et professeur, pasteur, vous avez mal choisi parce que moi je suis de A à Z d'accord avec le professeur. Parce que moi j'ai toujours dit, le peuple, ça c'est le peuple. Voilà, j'ai toujours dit que la genèse de la crise en Côte d'Ivoire, c'est pas bon. Parce que nous étions en paix depuis 1970. Et 20 ans après, en 90, qui a envoyé les marches, les protestations et tout ça. C'est Gbagbo qui nous a appris à ne pas respecter le président de la République. Et encore, une chose, vous voyez Soro, c'est Gbagbo qui a formé Soro. C'est Gbagbo qui a ouvert, disons, la page politique à Soro. C'est lui qui l'a nommé Premier ministre, c'est lui qui l'a encadré quand il était à la FECI pour donner le temps dur au PDCI. Aujourd'hui, vous voyez la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent. Et moi, je vous dis aujourd'hui, les gens, au lieu de, disons, travailler, aider Gbagbo à sortir de la CPI, ils ne le font pas. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ils donnent raison à la CPI de garder Gbagbo au chaud. Alors qu'ils devaient donner à la CPI l'opportunité de donner à Gbagbo une liberté provisoire. Mais il y a des gens qui... Quand vous voyez le climat en Côte d'Ivoire, c'est le climat qui s'est passé en 1990. Et ça, c'est la stratégie du PDC et du RPI à l'opposition. Et encore, ce que je vais dire au président et au Passenga, nous sommes là. Quand les gens font pas là, on doit s'asseoir pour parler. Je suis d'accord. Ça n'est pas ceci. C'est ce que le professeur vient de dire. Maintenant, il faut Boigny, qui est notre patron, là. Il dit, il est ivoirien. Le président Didier, t'es pasteur, tu sais, les gens se sont battus. Et aujourd'hui, ils font la paix. Et puis, on est contre parce qu'ils font la paix. Dieu avec eux. Avec eux, maintenant, il faut Boigny avec eux. Je me suis dit toujours que si le président Alassane et le président Bédier sont d'accord, là, il y aura la paix toujours en Côte d'Ivoire. Les gens ne vont pas s'amuser. Aujourd'hui, ils disent qu'ils sont en prison. Mais ils font des choses pour qu'on les mette en prison. Le professeur vient de détailler. Il connaît. Et puis, bon, le livre que tu viens de citer avec la dame de République de président, mais il y a des vérités qui sont dedans. Mais tout ça, là, on va mettre le bas à la terre. Comment on va faire pour que les institutions en Côte d'Ivoire soient fortes? C'est tout. Et pour vivre la paix. Comment on fait pour vivre Merci beaucoup. Eux-mêmes, là, eux-mêmes qui parlent, là. Merci beaucoup. Accidentellement, ils viennent au pouvoir. C'est pas pour réunir les gens. C'est pas pour faire la paix. Mais à leur tour, ils vont vouloir qu'on fasse la paix avec eux. Mais c'est maintenant cette paix qu'ils veulent là. Qui veut là? C'est maintenant on fait. Bon, on fait la paix, comme on fait les institutions. Voilà ce qui va pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais ils font pas ça. Ils attendent qu'ils soient au pouvoir pour dicter ce qu'ils veulent faire. Vous voyez? C'est pas bien. Alors, le professeur a bien parlé. On peut prendre une deuxième réaction. Merci. Merci beaucoup. Alors, Jacques, allez-y. Jacques Roger, allez-y. Votre question, s'il vous plaît. Jacques, allez-y. Merci, M. Doudou. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, professeur. Bon, tout à l'heure, un petit commentaire rapidement. Tout à l'heure, le professeur vous accusait de parler des Ivoiriens, mais
quand ils veulent certainement soutenir aussi certainement son raisonnement, ils utilisent aussi des Ivoiriens sont d'accord. Voilà. Là, je n'ai pas du tout compris. Et puis l'autre question au professeur, ce soir, il a beaucoup chanté donc les louanges donc de M. Soro Guillaume et puis aussi de la rébellion. Il a défendu donc la cause donc de la rébellion. La question que je lui pose, serait-il prêt à défendre la cause donc Al-Qaïda et de Osama Ben Laden et aussi des islamiques qui aussi attaquent un peu la France? Est-ce qu'il serait aussi prêt aussi à défendre aussi les causes? Je veux bien répondre. Bon, alors, je réponds à ce cher frère qui vient de parler. D'abord pour le deuxième point. C'est le CEO d'Afrique 2050 qui vous pose la question, alors allez-y. D'accord, donc je lui dis au CEO d'Afrique 2050, toutes les rébellions ne se valent pas. Toutes les rébellions ne se valent pas. Toutes les révolutions ne se valent pas. C'est le contenu d'un engagement contre un système injuste détermine la valeur de la résistance ou sa non-valeur. Quand De Gaulle résiste contre les nazis pour libérer la France et stopper Hitler, De Gaulle mène un combat juste. Mais ce combat juste, il le mène avec des armes. Il est obligé pour cela d'abattre des nazis. Il est obligé de détruire les infrastructures militaires de l'État allemand d'Hitler. C'est la condition pour que la France soit libre. Donc une révolution n'est pas une partie de plaisir. C'est un combat à mort entre deux principes politiques dont l'un finit par l'emporter sur l'autre. Voilà pour Guillaume Soro. Je ne confonds pas le fanatisme religieux d'Al-Qaïda, des djihadistes et consorts, avec l'engagement du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire et des forces nouvelles pour le rétablissement de la dignité de tous les Ivoiriens et pour l'égalité au cœur de la citoyenneté ivoirienne. Ce n'est pas la même chose. Guillaume Soro ne s'est pas engagé avec ses camarades pour des raisons religieuses ou pour imposer une quelconque idéologie politique, même religieuse à la Côte d'Ivoire, ce qui est le cas d'Al-Qaïda. Donc, toute proportion gardée, il y a des comparaisons qui vraiment ne sont pas du tout raison. Vous avez dit une première chose. Vous dites que, à mon tour, j'ai fait appel à l'évocation du peuple lorsque j'étais en train de démontrer mes arguments. Mais j'ai évoqué le peuple à partir d'un constat. Prenez les dépêches de l'AFP, prenez les dépêches de l'AIP, Agence ivoirienne de presse, prenez les dépêches de l'APA, Agence panafricaine de presse, prenez ce que RFI dit, etc. Prenez tous les grands médias internationaux qui ont pignon sur rue en Côte d'Ivoire et qui décrivent les manifestations contre la décision du Conseil constitutionnel de valider la candidature du président de la République, Alassane Ouattara. Vous allez voir que tous ces médias constatent que les manifestations contre cette décision se sont concentrées dans deux villes. La ville de Bonois, réputée être la région d'origine de Madame Simone Gbagbo, vice-présidente du FPI, et la ville de Gagnoa, réputée être la ville d'origine de l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, qui lui-même se présente aujourd'hui comme le président d'une tendance du FPI face à Pascal Affi-N'Guessan. Voilà un constat qui m'a permis d'en déduire que sur l'étendue du territoire national, on peut observer que le peuple de Côte d'Ivoire ne s'est pas engagé dans ces manifestations qui pour lui sont donc clairement sans objet. Je me suis fondé donc sur des éléments de sociologie de presse, non pas sur l'invocation mystique ou en quoi euphorique d'un peuple de Côte d'Ivoire, d'une majorité silencieuse que je serais le seul à connaître. Moi, j'utilise toujours des indices objectifs quand j'argumente en politique. Je laisse les intuitions prophétiques aux autres. Voilà les réponses que je peux apporter à ce cher frère. Beaucoup. Et Monsieur Nda, je vous remercie de me permettre de dormir. Asanda? D'accord, alors, oui, malheureusement, le professeur ne veut pas prendre... Je vais pouvoir aller me reposer. Ça fait 5 heures de temps. Il est 5 heures en France. Oui, il est 5 heures du matin, malheureusement. Je vous remercie. Et ma conclusion est donc la suivante. Je souhaite que toutes les souffrances, que toutes les douleurs que le peuple de Côte d'Ivoire a vécues en raison du conflit entre ses enfants, que ces souffrances-là aient une valeur positive pour son présent et pour son avenir. Autrement dit, que la majorité des Ivoiriens, ça maintenant c'est un souhait, que la majorité des Ivoiriens
acceptent et aillent vers des institutions politiques qui ne sont plus susceptibles de reproduire la discrimination, l'exclusion, les mésententes. Ça, c'est mon souhait. Je m'adresse ainsi à toutes les Ivoiriennes, à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, à tous les hommes de bonne volonté à travers le monde pour aider la Côte d'Ivoire à retrouver la joie du vivre ensemble qui faisait sa force dans les années 60-70 et qui va être en réalité le ciment de sa véritable émergence économique et politique, qui est, à mon avis, en phase de préparation. Ça, c'est mon vœu. En tout cas, merci beaucoup. J'achève par ce vœu. Merci beaucoup, professeur. Merci. En tout cas, merci de nous avoir accordé cette interview. On aura l'occasion de vous avoir encore, cette fois-ci à l'heure, et vous serez en meilleure forme, n'est-ce pas? Merci. Voilà. En tout cas, nous avons pu comprendre beaucoup de choses ce soir, n'est-ce pas? Merci. Et nous pensons que, l'avenir, si Dieu le permet, n'est-ce pas, si vous le permettez aussi, là que nous puissions vous avoir. Je serai Merci disponible. beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Au revoir. Et voilà, bonjour chez vous. Au revoir.